Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à la longue sortie. Écoute, je pense qu'on a comme commencé sans commencer. Merci d'être là, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui en fin de journée. Même quand même, on fait un podcast tard cet après-midi. Ouais. On va espérer qu'on va être réveillé jusqu'à la fin. Ouais, je suis pas trop inquiet. J'ai un bon warm-up avec Runwise. On fait ça le soir aussi, puis je sais pas si tu as vu la longueur de ces podcasts, mais c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est quand même quelque chose, effectivement. Ouais. Mais non, on va peut-être pas aller aussi loin que ça, mais écoute, j'ai tellement de questions pour toi qui partent un peu des questions que je me fais poser en pratique sur... avec des gens de différents niveaux. Des gens qui se sont jamais entraînés, des gens qui sont déjà des marathoniens, du monde qui font des Ironman, puis des gens qui disent, écoute, moi, je veux juste commencer à quelque part, puis je sais pas où. Puis vient le temps, à un moment donné, tu sais, c'est immanquable qu'on discute d'intensité. Puis là, ça peut devenir compliqué. Puis quand on regarde un petit peu partout aussi, il y a beaucoup de terminologie qui est souvent utilisée de façon un peu interchangée, où il y a un peu de confusion. Quand les gens parlent, c'est quoi ça, aérobie, anaérobie, bref, je pense qu'il y a un gros éventail physiologique qui pour moi est super intéressant parce que au final, quand quelqu'un est vraiment pas en bonne condition physique puis décide de commencer, ben on s'attend à voir des changements s'opérer dans le temps, puis c'est super le fun aussi de voir la progression. Fait que j'ai un expert avec moi aujourd'hui, fait que ça va être très cool de regarder ça. Avant de commencer, si tu peux juste nous parler un petit peu de toi, ton background, puis tes intérêts. Ouais, ben mon background, j'ai d'abord fait étudier en biochimie en fait à l'université. J'ai fait une année, puis après ça, j'ai voulu faire de quoi d'un peu plus concret. Fait que j'ai d'abord me suis tourné vers les sciences de l'agriculture en agronomie pour faire un bac au complet là-dedans. Puis après ça, j'ai fait des études en kinésiologie pour entrer à la maîtrise en sport. Fait que c'est quand même... Fait qu'initialement, l'intérêt est quand même biochimique. Puis je pense que c'est ce qui ressort un peu aussi de mon intérêt aujourd'hui pour la science de l'entraînement, c'est d'aller des fois plus loin que juste, est-ce que la séance A est mieux que B, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais la séance A versus la B, t'sais. Fait que je pense que c'est un peu ça, là, le background plus scientifique est vraiment d'un intérêt peut-être biochimique à la base. T'sais. Ouais. Puis, dans le fond, ça m'a amené à faire une maîtrise à Lausanne, en Suisse, qui était quand même intéressante, parce que comme je n'ai pas fait un bac complet en kin, j'ai juste fait 1 an, dans le fond, pour réussir à rentrer à la maîtrise avec un bac en agronomie, c'était suffisant. Puis après ça, en étant là-bas, c'était plus une maîtrise comme semi-cours, semi-thèse. Là. Fait qu'on avait une thèse à faire, mais pas super... c'était pas que de la recherche. Fait que c'était quand même intéressant parce que j'ai pu vraiment apprendre quand même beaucoup avec des profs assez reconnus, des chercheurs là, comme Grégoire Millet, par exemple, là, qui est quand même un spécialiste de l'altitude. Puis dans le fond, moi, je m'étais intéressé pendant la maîtrise, c'était l'effet là, de la fatigue et de l'altitude sur la performance en ultramarathon. Fait que c'était vraiment comme mon... Je faisais déjà des ultras à l'époque, là, fait que c'est super intéressant pour moi. Ouais. Très cool. Puis la Suisse, c'est pas une mauvaise place non plus. Non, c'est ça, c'était quand même nice pour aller courir. Hein. Ah, très cool. Puis là, présentement, ta vie professionnelle, tu passes où? Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, en fait, jusqu'à récemment, je travaillais temps plein à l'Institut national du sport du Québec. Puis je faisais un peu de coaching on the side. Puis là, j'ai décidé de faire un peu plus, là, de travailler plus sur la business là, de mon entreprise de... Dans le fond, c'est du coaching personnalisé, mais j'ai aussi des plans d'entraînement, puis je fais des tests physiologiques. Là, c'est un peu plus ça ma job principale maintenant, mais je travaille quand même encore un peu à temps partiel pour l'INS, puis certaines fédérations sportives. Là. OK, très cool. Puis, fait que si quelqu'un va aller le voir, mettons, puis ils ont besoin d'un programme, as-tu un créneau plus au niveau des athlètes qui sont plus à haut niveau ou peu importe? Peu importe, mais en ce moment, pour le coaching vraiment comme personnalisé, là, je suis pas mal plein. Là, fait que c'est plus des tests, puis en même temps, moi, je pense de plus en plus que l'heure que tu fais à prendre ton test, à te faire expliquer le résultat, va t'aider quand même peut-être beaucoup plus que des fois avoir un coach pendant des mois. Là, parce que tu vas comprendre vraiment ta physiologie. Puis moi, je pense que c'est plus ça que j'aimerais mettre l'accent dans le futur. C'est de dire, peut-être prendre moins d'athlètes en coaching puis faire plus de testing pour aller chercher finalement, pour avoir un impact peut-être un peu moins grand, mais sur plus grand nombre de personnes. Fait qu'au final, quand tu additionnes tout ça, c'est un plus gros impact sur... je pense, la performance, mais au-delà de ça, aussi sur le parcours sportif des gens qui, des fois, s'ils s'entraînent tout croche, non seulement la performance est impactée, mais les blessures, je pense que c'est pas optimal. Ouais. Puis toi, dans ceux que tu vois qui viennent se faire tester, est-ce qu'il y a des athlètes de tous les niveaux ou ça se réserve principalement chez ceux qui sont vraiment plus là, avides de performance?
Je pense que c'est les gens curieux, fait que ça n'a pas vraiment de lien avec le niveau. Je pense que c'est beaucoup des gens qui se sont déjà posé des questions sur OK, c'est quoi mon seuil, comment je le trouve avec des calculs, puis tout. Puis il y a beaucoup de gens comme ça. Mais je pense que finalement, c'est quasiment plus utile pour les gens qui sont plus débutants parce qu'eux n'ont pas plein de références de dire OK, j'ai fait telle course en tel temps. Fait que finalement, à un moment donné, quand tu as plein de données, tu peux dire mon seuil, ça devrait être ça. Ma fréquence cardiaque, sur telle course, c'était ça. Fait que tu peux commencer à faire beaucoup plus à te connaître beaucoup plus. Mais quelqu'un qui débute dans le sport, dans le fond, quand tu lui dis va courir en zone 2, en bas de ton LT1, ton premier seuil lactique, au feeling, c'est quoi ça, tu sais? Puis tous les petits trucs là, de si tu peux parler, si tu peux respirer par le nez, tu sais, c'est comme ballpark, t'es peut-être proche, mais pas pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est pas idéal. Là. Ouais, puis c'est ça le moment qui est difficile, c'est de, tu sais, quand tu veux prescrire une intensité, de dire, OK, si t'as pas de test où les gens, ils ont jamais eu une espèce de calibration avec la sensation là, d'une zone, c'est hyper tough après ça. Puis, je pense qu'il y a plein d'études qui démontrent que la plupart des gens, surtout les novices, ont une vraiment mauvaise perception de ce qui est facile puis de ce qui est difficile. Puis même des gens plus entraînés. Là, aujourd'hui même, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit tu sais, fait le test, merci beaucoup, parce que lui, dans sa tête, il faisait un demi en 1,29, en bas d'une 30, c'est son but. On fait le test, moi, je lui dis écoute, 1,25, ça le fait, tu sais, c'est sûr. Ah ouais. Puis il a couru 1,22,45, puis il a dit, tu sais, je l'aurais pas essayé. Okay. Sûrement que kilomètre, je sais pas, kilomètre 14, se rendre compte, je suis lousse, je peux accélérer, mais tu vas pas rattraper genre 7 minutes en 7 kilos. Là, fait qu'au final, je pense que, puis ça, c'est un exemple de quelqu'un qui était très curieux, qui avait regardé un peu, OK, mon LT1 devrait être à 30% de ma FT max, il avait tout cliqué ça, mais finalement, c'est quelqu'un qui, pour qui la pente de fréquence cardiaque n'est pas comme tout le monde, puis c'est sûrement un peu une fréquence plus élevée à basse intensité, sans avoir un max plus élevé. Là. Des fois, c'est ça aussi pas le problème, mais la différence, qui fait que ce gars-là, finalement, qu'a vécu, qui me dit, finalement, chance tu m'as dit ça, sinon je l'aurais pas essayé. C'est quand même fou, hein? Ouais. C'est quand même fou, ça. Puis là, on n'est pas dans le très haut niveau, comme j'ai dit, là, on est en marathon, en demi-marathon en 1,22, fait que c'est quelqu'un de bon, mais pas, on n'est pas dans l'élite du tout, puis on n'est pas non plus dans le débutant. Là. C'est vraiment intéressant. Mais j'aime ce que tu dis avec le testing parce que c'est un peu ma philosophie aussi, dans le sens que il y a une incompréhension quand même globale, je pense, sur les zones d'entraînement, puis sur qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, puis pourquoi on devrait s'attarder à certaines zones ou d'autres. Tu sais, moi, dans ma pratique où je veux optimiser la santé des gens, c'est sûr que l'entraînement fait partie du gros de l'affaire. Il n'y a pas de pilule qui remplace l'entraînement. Je pense que je le répète à tous les podcasts. Là, on n'en a pas. S'il y en avait une, ça simplifierait bien les affaires. Mais il n'y a pas de recette magique. Il faut mettre du temps. Puis, je pense que ça va être cool aujourd'hui de regarder aussi, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Comment il peut optimiser sa condition physique le plus rapidement possible? Est-ce que les mêmes ratios, genre 80-20 polarisés, font du sens versus est-ce qu'il y a d'autres façons d'approcher ça? Puis, en même temps, quelqu'un qui a plus de temps, à quoi ça pourrait ressembler aussi? Mais au niveau physiologique, c'est vraiment intéressant ce qui se passe à chaque un peu palier d'exercice physique. Puis, je pense que pour nous faire un plan de podcast aujourd'hui, on pourrait partir de qu'est-ce qui se passe au repos, comment on utilise notre énergie, puis de progresser comme ça, là, tu me guideras là, jusqu'au sprint, là, aux 100 mètres all-out. Puis on va avoir des discussions un petit peu parallèles avec tout ce qui se passe à ça. Fait que là, comme présentement, là, au repos, pour du monde avec une condition physique normale, parce que je peux déjà dire qu'au repos, moi, j'ai déjà vu des gens avec des lactates qui étaient en haut de 2. Là. Ouais. Fait que, mettons pour quelqu'un qui a une physiologie un peu plus normale, qui est, je te dirais, la majorité des gens, qu'est-ce qui se passe présentement quand on a juste une discussion comme ça? Même quelqu'un qui, on va dire, qui n'a pas de problème métabolique puis qui est sain peut, je pense, avoir un lactate élevé au repos de ce qu'il a mangé avant. Oui, exact. Si maintenant j'arrive ici, moi j'ai pris un Red Bull là, il y a une heure, bien du sucre, de la caféine, ça se peut que mon lactate soit présentement à 2,5 parce que je suis stressé pour le podcast, puis là, mon lactate est élevé. Mais justement, c'est là que quand tu fais un test lactate, tu essaies d'avoir un test assez long qui te permet avant le premier seuil, que ça diminue. Fait que tu sais, si je laisse quelqu'un qui a un lactate élevé de repos, c'est comme fine, on fera un petit warm-up plus long pour être sûr que ça descende, puis après ça, ça va finir par remonter. Fait que la valeur de repos, que ce soit le lactate, que ce soit en fait la quantité de gras que tu brûles versus le sucre, ça dépend beaucoup plus de l'alimentation, on va dire, aiguë, ou même si tu as jeûné pendant 36 heures, on s'entend que c'est pas non plus les mêmes valeurs. Non. Mais je pense que la valeur de repos dépend, c'est pas un indicateur de forme ou de niveau ou quoi que ce soit. Même la fréquence cardiaque, là, oui, quelqu'un qui est en forme devrait théoriquement avoir une fréquence cardiaque de repos plus basse, mais quelqu'un peut avoir une fréquence cardiaque de 60, peut être un athlète très haut niveau, comme il peut être à 45. C'est vraiment très individuel, fait qu'on peut pas nécessairement au repos dire, OK, t'es en shape ou pas, ton lactate, c'est ça. Puis c'est vraiment plus dépendant de ce qui s'est passé, on va dire, nutritionnellement dans les heures avant la prise de la mesure. Là, OK.
Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. non, mais je comprends. C'est 100% ça, là, tu sais. Puis, mettons, fait que, tu sais, c'est sûr qu'une fois que les gens vont commencer à faire leur warm-up, ben là, tu sais, la courbe, ça devrait stabiliser, on devrait voir un niveau. Fait que, mettons, des gens qui sont au repos normalement, qui n'ont pas de problème métabolique, je parle pas de quelqu'un là, qui est super overweight avec un diabète ou quoi que ce soit. Mettons, toi puis moi au repos, comment on utilise notre énergie? Qu'est-ce qui se passe présentement? Ouais, ben c'est ça. Encore une fois, comme on dit, ça dépend beaucoup de ce qu'on a mangé avant, mais c'est quand même plus du gras qu'on va brûler au repos théoriquement. Là. Puis quand même une quantité de sucre. On brûle tout le temps un peu de sucre aussi. Là. Fait que ça, c'est quand même important. Puis en même temps, même le lactate, comme on a dit, les valeurs qu'on soit à 2 ou à 1 millimol ou 0,8, il y a quand même une portion du lactate qui est quand même utilisée par les cellules. Là. Fait que c'est quand même important de comprendre ça aussi pour plus tard dans la discussion que c'est pas un déchet métabolique. Là. C'est pas juste le résultat de la glycolyse, puis tu produis du lactate, puis c'est ça qui brûle dans tes jambes. C'est pas juste ça. Ouais. C'est quand même plus compliqué. Puis c'est quand même aussi quelque chose qu'on va constamment utiliser. Fait qu'au final, ton corps, théoriquement, au repos, va brûler des lipides, des glucides, un peu de lactate aussi, mais le lactate vient quand même finalement des glucides. Là, fait que c'est un peu finalement un byproduct, si on veut. Ouais. Puis après, quelqu'un qui jeûnerait longtemps, il y aurait aussi des corps cétoniques, là, mais je pense pas qu'on va y aller nécessairement jusque-là. Ouais. Mais c'est un peu autre chose. OK. Ouais. Fait que donc, quelqu'un, mettons, qui est relativement normal au niveau métabolique devrait, tu sais, à des plus basses intensités, quand ils marchent, promènent chez eux, jasent, oxyder majoritairement des gras d'une certaine façon. Puis, tu sais, je pense un concept qui est bon à éclairer, c'est pas nécessairement une switch on-off. Souvent, il y en a qui disent « Ah, ben là, tu sais, si je prends un gel ou whatever, là, c'est fini, là, j'oxyde plus de gras. Si mon intensité, il y a vraiment un moment où j'en oxyde le plus puis je fais plus rien. Ouais. » C'est quoi qu'on voit normalement? On va dire en dessous de LT1, là, de ton premier seuil. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ratio d'oxydation des graisses versus du glucide? Y a-tu comme une courbe un peu standard? Est-ce que c'est très variable? Comment ça se passe? Ben ça, c'est très variable. Puis je pense qu'encore une fois, c'est beaucoup basé plus sur l'alimentation que sur le niveau de forme. Tu sais, un athlète, je pense qu'il y a beaucoup d'études dans le temps qui mesuraient toujours les gens à jeun. Fait qu'on a plein de références de dire, ah ben, quotient respiratoire d'un athlète élite, ça va être comme 0,72 à jeun. C'est sûr, là, il brûle du gras parce qu'il est entraîné, il est capable d'en brûler beaucoup. Puis dans le fond, là, il a pas mangé depuis la veille, fait qu'il brûle du gras. Tu sais. Mais après ça, tu testes un athlète élite olympien qui mange beaucoup de glucides pour supporter son entraînement. Son quotient respiratoire au repas va être à 0,9. Tu sais. Donc là, on sait qu'il brûle, ben, pas que du sucre, mais il brûle quand même, on va dire, plus que la moitié de ses calories viennent carrément déjà du sucre. Puis pourtant, il est au repos, puis c'est un athlète très entraîné. Fait que c'est vraiment, encore une fois, je pense, très dépendant de ça. Puis après, tu sais, mettons, quand tu commences à faire de l'exercice, ben, c'est là que tranquillement, puis c'est là que le lactate est hyper intéressant parce que même si c'est pas une mesure de l'oxydation des lipides, ben, théoriquement, ton point où le lactate mettons, tu commences à faire l'exercice, ton lactate diminue tranquillement parce que tu brûles de plus en plus de lipides, puis le point où ton lactate est le plus bas, c'est aussi théoriquement bien corrélé au point où ton fat max ou ton oxydation des lipides est la plus grande, là. Okay. Puis ça, c'est, je pense, Inigo San Milan, là, l'ancien coach à Tadej Pogacar qui avait un peu qui a publié des équations. Puis moi, j'utilise ça dans mes tests pour dire, ben, sans dire que c'est exactement, tu brûles exactement comme 0,6 grammes de gras par minute à telle intensité, ben, on voit au moins la tendance, puis de dire que c'est à partir justement du premier seuil, théoriquement, que ça commence à diminuer. À diminuer. Ouais. OK. Puis mettons qu'on donne un petit peu juste, tu sais, avant de continuer avec, tu sais, bon, qu'est-ce que ça fait quand on s'entraîne dans ces zones-là et tout, je pense que ça vaudrait la peine de juste s'entendre sur combien de zones qu'on veut parler. Parce que ça peut aller un peu dans tous les sens. Puis juste comme d'établir un peu grossièrement c'est quoi métaboliquement là, qui se passe à chaque zone. Puis après ça, on repartira là, un peu du bas. 3 ou 5 ou plus? Ben c'est ça. Moi, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de système qui est... Il n'y a pas de consensus là-dessus. Je pense qu'en science, il y a souvent les 3 zones qui, moi, je pense, c'est comme trop simpliste pour vraiment... pour prescrire l'entraînement puis le quantifier, mais ça donne quand même une bonne idée de où est-ce qu'on est, en fait. Puis je pense qu'au lieu de parler des zones, on veut parler des domaines d'intensité. Donc, tu as le domaine d'intensité modéré qui est sous le premier seuil, puis on définira le premier seuil après. Entre les deux seuils, donc entre le premier et le deuxième seuil, puis on peut dire des seuils métaboliques, là, parce que seuil lactique et ventilatoire, encore une fois, on définira peut-être tantôt, mais on est quand même assez proche. Puis entre les deux seuils, on est dans le domaine d'intensité. Je pense que c'est heavy en anglais, puis en français, si je ne me trompe pas, je sais pas si c'est élevé. La bonne traduction. Puis après ça, le troisième qui est au-dessus du second seuil, qui lui est le domaine sévère. Puis après ça, il y en a même qui vont dire un domaine extrême, finalement, qui serait une intensité tellement intense que finalement, tu arrives à l'épuisement avant d'atteindre ton VO2 max. Fait que mettons, on va dire peut-être un 400 mètres ou un sprint assez court que finalement, tu es à l'intensité maximale.
tu es complètement sauté à 400 mètres, je pense que c'est peut-être le meilleur exemple. Ouais, puis dans le fond, tu n'es bon pas à VO2 max nécessairement à la fin de ton 400, je pense. Mais en tout cas. OK. Fait que, puis au niveau métabolique, qu'est-ce qui va définir, si on y va, mettons, avec les lactates? On sait que on donne des valeurs un peu arbitraires, là, mais qu'est-ce qui va définir le premier du deuxième seuil? Oui. Bien, c'est ça. Là, encore une fois, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs termes. C'est ça qui fait que c'est un peu compliqué à comprendre des fois. Mais on va dire le premier point, mettons, théoriquement, c'est le point où où lactate commence à s'élever au-dessus des valeurs de la baseline. Ouais. Là, après, c'est tout le temps une question, mettons, la méthode classique, c'est de dire, c'est le dernier palier avant la première augmentation significative. Qu'est-ce qui est significatif? 0.3, 0.4 millimol. C'est tout le temps, un peu arbitraire. Puis je trouve que moi, personnellement, pour mes tests, j'aime mieux prendre une fraction au-dessus de la baseline. Comme ça, ton point peut être entre deux paliers, en fait. OK. Parce que sinon, tu perds la résolution. Puis là, peut-être un peu, c'est un détail technique, là, mais si tu fais des paliers, mettons, on regarde ça sur le vélo pour aujourd'hui, peut-être que c'est plus simple. Ouais. Des paliers de 30 watts, mettons, entre 3 minutes, tu augmentes de 30 watts. Ouais. Ben, ton premier seuil, si tu dis que c'est le dernier palier avant la première augmentation significative, ben, ça va toujours être à plus. La pression, c'est 30 watts. Ouais. Fait que si ton premier seuil, c'est, on va dire, 200, ben, si tu veux t'améliorer, il faut que tu arrives à 230. Ouais. Bonne chance. Je comprends. C'est quand même un gros gap. C'est plus que 10% de progression. T'sais. Fait qu'en prenant, moi, je préfère prendre une fraction au-dessus de la valeur de baseline. Okay. Puis sur une courbe modélisée, fait que tu enlèves un peu, tu lisses un peu tes données, puis tu as quelque chose qui est, je pense, plus. Qui te permet de progresser de façon plus micro, en fait. Ouais. Puis aussi, ça ne tient pas compte de la valeur brute, là, parce qu'en fait, c'est une fraction au-dessus. Fait que ta baseline tu fais un test aujourd'hui, ta baseline, c'est peut-être 1.3 millimol. Tu refais un test demain, c'est 1.8 parce que tu as mangé différemment. Ouais. Mais au final, le point où ça commence à monter va quand même être théoriquement à peu près au même wattage. Là, OK. Puis, ce premier seuil-là, pour, mettons, généralement, il se retrouve au quoi, d'à peu près 2 millimol? Je te dirais plutôt en dessous de ça. Moi, ce que je vois, c'est quand même rare que c'est 2 millimol, même si on dit longtemps, il y a des gens qui mettaient 2 millimol pour le premier, 4 pour le deuxième. Ouais. Je pense que 4 pour le deuxième, c'est quand même plus qu'on voit, mais le 2 pour le premier, quand tu fais un test qui est avec assez de paliers avant le premier seuil puis que les gens sont pas trop stressés, moi, c'est rare que je vois 2. Ça arrive que j'ai déjà vu même 2.3, là, mais c'est plutôt en bas, je dirais, de 2 qu'à 2. Puis après ça, c'est aussi en même temps que théoriquement, il y a une petite cassure dans la ventilation. Fait que si tu prends le seuil ventilatoire, le premier, c'est aussi le moment auquel, théoriquement, tu commences à respirer un peu plus fort par rapport au VO2. C'est vraiment la ventilation par rapport au VO2. Puis dans le fond, c'est parce que c'est là que tu commences à recruter plus de fibres musculaires rapides. Puis que tu commences. C'est assez subtil, puis c'est plus dur à deviner que le deuxième. Là. OK. Fait que ça, c'est quand même. Pour le premier seuil métabolique, je pense que là, il y a peut-être un consensus pour dire que théoriquement, le premier seuil lactique et ventilatoire, c'est pas mal la même chose. Puis moi, j'aime les gens qui disent premier seuil métabolique parce qu'au final, c'est pas mal le même. Oui, OK. Fait que repos, puis là, on fait le réchauffement, etc. On augmente le wattage tranquillement, puis là, on arrive au premier seuil qui est un peu en bas de 2 millimol, là, tout dépendant. Puis là, on continue comme ça, puis là, maintenant, on va se rendre au deuxième seuil. Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau métabolique quand on arrive au deuxième seuil? Ouais, ben là, encore une fois, il y a plusieurs définitions. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est de considérer que c'est le maximal lactate steady state, donc l'intensité maximale à laquelle ton lactate va se stabiliser. Encore là, c'est beau en théorie, mais ça ne stabilise pas à l'infini non plus. C'est pas indéfini, c'est ça. Je pense que les tests qui sont pris pour ça, souvent, c'est des 30 minutes. Puis c'est quand ton lactate ne monte pas de plus que 1 millimol entre ta minute 10 et 30 que là, tu es en dessous de ton MLSS. Puis si ça monte de plus qu'un millimol, puis encore une fois, moi, je pense que c'est un peu une méthode ça devrait plutôt être une fraction, encore une fois. Parce que si ton lactate se stabilise à 4 millimol versus 3 ou 6, ben je pense que si tu prends 1 comme pour déterminer un peu c'est quand qui est stable, quand qui n'est pas stable, ben tu es un peu biaisé. Puis de toute façon, un vrai test de MLSS, ben ça prend beaucoup. Il faut que tu fasses un 30 minutes. Mettons que ton FTP en vélo, tu sais à peu près c'est quoi, ben là, tu fais un test qui est juste en dessous, tu vérifies, ça dérive-tu? Si ça ne monte pas de 1, ben on en refait un petit peu au-dessus. Ça finit pas, là. C'est comme beaucoup de tests. Fait que sur des jours différents, parce que tu peux pas faire 30 minutes comme ça trop souvent. Fait que c'est pas très pratique, mais par définition, c'est ça. Mais après, on sait qu'il y a des méthodes comme pour le lactate, là, le Dmax modifié, finalement, qui prend un peu l'allure de la courbe pour déterminer, en fait, graphiquement, c'est assez simple. Là, c'est vraiment, finalement, si tu prends le maximum du test et le premier seuil, mais dans le fond, c'est le point qui va être soit le plus loin perpendiculairement
où la pente est parallèle à cette droite-là qui relie ton maximum puis ton Ouais. premier seuil. Ça prendrait un petit graphique pour l'illustrer, Ouais, mais ouais. c'est pas trop complexe. Puis au final, si tu regardes l'allure de la courbe, ben, c'est vraiment le point où finalement ça commence à augmenter théoriquement un peu plus rapidement. T'sais. Fait que c'est là ton deuxième seuil. Et théoriquement, cette méthode-là, qui est le Dmax modifié, devrait être celle qui est la plus corrélée au un vrai MLSS là, que tu fais plusieurs fois 30 minutes. T'sais. OK. Puis moi, c'est ça que j'utilise dans mes tests. Là. OK. Fait que là, quand on est à ce seuil-là, théoriquement, bon, on est capable de clairer autant de lactate qu'on en produit, mais naturellement, c'est pas indéfini. Puis il y a une grosse variabilité aussi d'un athlète à l'autre. Là, puis là, une fois qu'on passe ce seuil-là, on tombe dans une autre zone. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben là, c'est là justement que si tu es juste en dessous de ce seuil-là, ben théoriquement, tu vas être stable pendant, on va dire, au moins 30 minutes, encore une fois. Puis si tu es au-dessus, ben théoriquement, en bas de. Tu sais, si tu es juste au-dessus, c'est quand même pas super, mais dès que tu dépasses ça, théoriquement, ça augmente vraiment de façon plus rapide. Ouais. Puis c'est là qu'on dit souvent que mettons, le maximum lactate steady state, tu peux tenir ça environ 1 heure. Puis ça ressemble à peu près à ça. Puis c'est assez proche de ce qui est le FTP. Ouais. Donc le FTP qui, par définition, est l'intensité maximale que tu peux tenir pendant 1 heure. Ouais. On prend souvent 95% de 20 minutes. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut tenir 95% sur 20 minutes sur 1 heure, mais ça donne quand même une bonne idée. Là. Ouais. Pour un novice, 95% de ton 20 minutes, me semble, c'est beaucoup. Là. Ouais. C'est quand même. Ça donne des beaux chiffres, là, mais. Ça dépend des profils. Moi, j'ai un profil beaucoup plus endurant. Puis moi, je pense que mon 1 heure est sûrement mieux que mon 95% de 20 minutes. OK. J'irais même jusqu'à dire que j'aime mieux faire 1 heure puis me tester sur un vrai FTP que de faire un 20 minutes. OK. Au point où j'aime pas aller trop dans l'intensité. OK. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion. Là. OK. Fait que là, on passe ce seuil-là, puis là, on commence à accumuler pas mal de lactate. On n'est pas capable de les convertir nécessairement. C'est aussi là, en fait, que la ventilation, il y a une deuxième cassure. Elle décroche. Là, la ventilation augmente encore beaucoup. Puis là, c'est plus parce que la production de CO2 augmente beaucoup, parce qu'il y a beaucoup plus de glycolyse, on va dire, anaérobie. Là. Ouais. Donc, finalement, du sucre qui est brûlé sans nécessairement on utilise beaucoup d'oxygène. Donc, ça produit beaucoup moins d'énergie par molécule de sucre. Puis ça produit beaucoup de lactate, puis c'est là que ça s'accumule. Oui, par l'anaérobie, c'est vraiment beaucoup moins là, en termes d'ATP. Je me rappelle à peu près du graphique, là, mais c'est beaucoup moins. C'est comme 2 versus comme 30. C'est énorme. Quelque chose de genre. Là, fait que c'est vraiment... Par cœur, je ne saurais plus, mais ça ressemble à ça. C'est vraiment comme... c'est une énergie comme un peu de rescue là, qui est importante, mais c'est pas ça qui t'amène le plus de carburant, là, vraiment. Là. Ouais. Il y a plus d'énergie, là, si on veut. OK. Fait que là, on a défini un premier seuil, un deuxième seuil métabolique. Fait que quand on revient au premier seuil, OK, quand on s'entraîne en dessous de ce seuil-là, qu'est-ce que ça va faire au niveau d'adaptation? C'est quoi les adaptations qu'on va aller chercher là, chez quelqu'un? Ouais. Mais tu sais, déjà, je pense que c'est important aussi. De là, on parle de seuil, puis on met un peu ensemble la puissance puis la fréquence cardiaque. Mais je pense que c'est important de... Moi, ma philosophie, c'est vraiment de dire que tes seuils, c'est des intensités puis c'est des fréquences cardiaques. Ouais. Fait qu'au final, ton premier seuil, puis c'est pour ça que même le maximum lactate steady state, la puissance, tu tiens ta puissance au deuxième seuil pendant 1 heure, oui, ta fréquence cardiaque dérive. Ouais. Mais ta fréquence cardiaque qui correspond à ça, elle, tu peux la tenir pendant un peu plus qu'1 heure, en fait. Ouais, c'est vraiment là que si tu tiens ta fréquence cardiaque correspondant à ton MLSS, ben là, ça se peut que ton lactate, lui, soit réellement stable, pratiquement à l'infini. Là. Ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup avoir des zones un peu différentes. T'sais, on parle de 5 zones, donc en fait, il y aurait 2 zones en bas de ton premier seuil. Ouais. Il y a une zone qui est entre les deux. Entre les deux. Moi, la zone 4, je la mets autour du deuxième. Okay. Dans mon cas, c'est 97 à 102 %. Okay. Il y a différentes façons de le faire. Je trouve que si tu mets une fourchette trop large, ben, tu perds un peu ce qui est... Ça devient dur de faire la zone 5, finalement. Exact. Si c'est comme 95 à 105, je pense que c'est certaines zones par défaut dans certains modèles. Ouais. Moi, j'aime mieux 97, 102. Puis ça donne un peu de marge aussi pour dire, ben, je fais du seuil, mais tu sais, d'un jour à l'autre, ta fréquence cardiaque, ça varie un peu, tout ça. Ouais. Zone 5, c'est vraiment jusqu'à ta capacité maximale aérobie. Ouais. Encore là, c'est dur de faire définir, là, mais je pense que quand tu fais un test, c'est l'intensité que tu atteins à la fin d'un test progressif. Ouais. On va dire que tu peux tenir 6-7 minutes en course à pied, des fois un peu moins en vélo en termes de wattage. Puis après ça, ben, moi, j'ai une zone 6 puis 7 de puissance ou d'allure, finalement. Parce que tu peux aller plus vite que ta vitesse maximale aérobie, puis tu peux sprinter aussi. Ouais. Puis ton VO2 puis ta fréquence cardiaque ne seront pas plus lourds que ton max. T'sais. Exact. Fait que pour moi, j'aime ça avoir 7 zones d'intensité, en fait, on va dire périphérique, puis 5 zones centrales qui est ta fréquence cardiaque, ton lactate, puis périphérique, c'est ta puissance, ton allure ajustée pour la pente entre elles, puis... je comprends. Je pense que c'est un peu ça le point. Fait.
Ouais. C'est une petite parenthèse, mais... Non, c'est une bonne parenthèse. Fait que, en fait, ce que tu t'expliquais au deuxième seuil, c'est que oui, c'est ça. Si tu tiens la puissance, tu vas avoir une dérive cardiaque, veux pas, à un moment donné, tu vas juste pas être capable de le tenir. Mais ce que tu dis, c'est si tu maintiens ta fréquence, naturellement, au fil du temps, ta puissance va diminuer, mais tu pourrais maintenir cette fréquence-là, steady state, jusqu'à épuisement. Oui, quand même assez longtemps. C'est ça. Puis je pense que c'est intéressant de le voir un peu à l'envers comme ça, puis de dire, oui, tu as une dérive cardiaque, mais l'inverse, c'est une perte d'efficacité. Fait que exact. À intensité fixe, c'est une perte d'efficacité. Puis c'est là, justement, que quand tu es dans cette zone 3 qui est entre les deux seuils, ben c'est ça qui détermine la performance finalement, puis que de plus en plus on se rend compte que c'est hyper important, cette composante lente de VO2, en fait, à quelle vitesse tu perds de l'efficacité, en fait. Puis c'est là que toutes les choses comme le renforcement musculaire, puis l'entraînement un peu plus, des fois les méthodes d'entraînement qui étaient de la misère à justifier en termes de VO2 max, comme OK, mais ça améliore pas le VO2 max, fine, mais ça améliore peut-être justement autre chose comme cette capacité-là à on va dire, à résister à la fatigue. Là, je comprends, oui, tout à fait. OK, parfait. Fait que là, mettons qu'on a redéfini ça, on revient, on sort de cette parenthèse-là, on revient au début. Fait que je m'entraîne à des intensités qui sont quand même assez faibles. Fait que, on va dire, mettons, on va dans la méthode, il y a 2 zones avant ton premier seuil. Dans ces zones-là, c'est quelle adaptation qu'on va aller chercher? Puis, combien, y a-t-il un temps minimum qu'on devrait passer dans cette zone-là pour aller chercher ces adaptations? Ben, tu sais, en général, si on prend l'entraînement total de la tête, on dit souvent que 80% du temps devrait être passé en dessous de ce premier seuil-là. Puis c'est important aussi, je pense, de dire que pour un athlète élite, cette zone 2 qui est proche de ce premier seuil-là est quand même assez intense. Là. Ça peut être aller courir à 3,30 kg, ça peut être 300 watts en vélo, ça peut être quand même des choses que ils peuvent pas passer 80% du temps en zone 2, il faut qu'il y en ait en zone 1 aussi. Puis ça prend même beaucoup de sucre pour fueler cet entraînement-là. Fait que c'est quand même, je pense, des fois ça, un débutant, quand tu fais un test lactate, c'est de le convaincre d'aller plus lentement que ce premier seuil-là. Puis un élite, c'est un peu d'y montrer, ben peut-être que tu auras un intérêt des fois à faire des séances où tu es plus proche de ça. Parce qu'en fait, l'intérêt d'aller là, tu as dit tantôt un peu, c'est pas une switch on-off, mais dès que tu produis du lactate, en fait, le lactate, lui, va inhiber en fait l'oxydation des lipides. Fait que dans le fond, quand tu es en bas de ce premier seuil-là, tu maximises l'oxydation des lipides. Puis dès que tu le dépasses, en fait, dans tes fibres musculaires, tes fibres musculaires vont quand même être recrutées, tes fibres musculaires lentes, mais ils vont pas seulement brûler des lipides, ils vont aussi brûler du lactate une fois que tu dépasses ça et du sucre. Il en brûle déjà un peu avant, mais bref, c'est vraiment le moment où, dès que tu accumules du lactate un peu, tu commences à brûler moins de lipides. Puis ça, c'est pas nécessairement... c'est pas qu'on veut nécessairement brûler plein de lipides, là. C'est juste que d'un point de vue même stress au niveau physiologique, d'être au-dessus de ce premier seuil-là, on le voit aussi avec le HRV, dans le fond, la rapidité de fréquence cardiaque, le repos au niveau même neuro, il y a quand même un effet plus de fatigant. Fait que d'être en bas de ça, c'est vraiment une façon, je pense, d'optimiser les adaptations qui sont vraiment aérobiques, donc consommer beaucoup d'oxygène pour brûler des lipides. Puis dans ta mitochondrie, dans tes cellules, ben, l'oxydation des lipides, c'est vraiment un truc qui est à part du reste. Le lactate puis le glucose va être brûlé à peu près par les mêmes systèmes, mais la bêta-oxydation pour brûler ton gras, c'est un peu différent. Puis c'est là, je pense qu'en travaillant ton 80% easy, ben, ça devient vraiment, tu développes ce système-là. Puis après ça, dès que tu fais un effort de compétition qui va durer, on va dire, plus qu'une heure, tu as besoin d'avoir un système comme ça efficace. Après ça, les gens qui font des distances beaucoup plus courtes font quand même souvent 80% du volume easy. Mais là, on peut peut-être justifier ça plus pour dire on veut recruter les fibres lentes pour qu'ils soient efficaces éventuellement pour brûler du lactate, mais peut-être un peu moins pour brûler des lipides parce que la contribution des lipides dans l'exercice va être un peu moins importante. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en faire de cet entraînement-là. Fait que je pense que c'est... Puis moi, c'est un peu ça que j'essaie de dire des fois. Oui, tu n'as pas le temps d'entraîner, puis tu dis je vais faire plus d'intensité. Mais moi, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Parce que tu as des gens souvent qui n'ont pas le temps d'entraîner, sont déjà stressés. Là, tu rajoutes des séances qui sont tout le temps stressantes. Puis moi, je pense que c'est pas une façon de maintenir un entraînement durable dans le temps. Fait que je pense quand même que même quelqu'un qui a 3 heures s'entraîner dans sa semaine, ben sur 3 heures, il devrait en faire, on va dire, au moins 2, ce qui n'est pas 80, mais on est à 67%. Ben c'est déjà quand même, je pense, une bonne façon. Puis là, quand tu n'as pas le temps, c'est là que c'est intéressant d'avoir une bonne connaissance de ton réel premier seuil pour te dire, ben, tant qu'à faire mon 80% vraiment easy, je vais le faire coller dessus, le plus proche possible, dans le fond. Ça fait du sens. Puis, tu sais, ce que tu dis là, je pense que c'est vraiment important. Parce que le classique, moi, des gens que je vais suivre, là, c'est des gens, mettons, qui sont super occupés, une grosse job, ils ont des kids, ils viennent de lancer une entreprise, ils sont stressés constamment. Puis ils disent, pour aller évacuer mon stress, là, je suis allé courir là, 40 minutes là, dans panne, là, tu sais, puis là, j'ai fini, j'étais mort, là, puis là, je fais, OK, combien de fois semaine, tu fais ça 3-4 fois, tu sais. Puis là, ça me demande pourquoi, là, j'ai de la misère à dormir, là, je tombe malade, ça va pas bien, je suis blessé. Ben oui, tu sais. Fait que ça, c'est un concept important, tu sais, l'espèce de charge de stress, là, un petit peu là, allostatique. Là, dans le fond, tout stresseur est un stresseur, tu sais.
Puis l'entraînement, c'est un stress, même si ça peut nous procurer bien du bien-être au niveau psychologique. C'est quand même un stress supplémentaire. Fait que moi, je partage vraiment ton opinion sur même si tu n'as pas beaucoup de temps à t'entraîner, de ne pas nécessairement juste tomber dans des zones qui vont justement passer ce premier seuil-là, puis tout envoyer tous ces mécanismes-là qui augmentent vraiment le stress au niveau physiologique à la fin. C'est ça, puis aussi, même en termes d'oxydation des glucides, on vient de dire, ça inhibe l'oxydation des lipides, fait que tu brûles plus de sucre. Fait que là, ta séance qui devrait être vraiment intense d'intervalle, tu as moins de réserve, fait que là, tu es plus fatigué pour la faire. Puis il y a aussi cet aspect-là, mais je pense que des fois, les gens mettent celui-là trop de l'avant puis dire faut que tu t'entraînes easy pour être capable de faire tes séances intenses, mais je pense que c'est pas que ça. C'est vraiment, il y a plus que d'être frais pour tes séances intenses. Oui. Puis chez quelqu'un qui est très novice, tu sais, souvent, moi, ce que je remarque, là, c'est que l'espèce de zone 1, zone 2 est très condensée ensemble. Tu sais, comme ça va être de la marche rapide ou du jogging hyper léger, puis c'est pas long qu'on tombe là, tout de suite de l'autre côté. Puis après ça, quand quelqu'un est vraiment plus vite, comme tu dis, tu es vraiment plus capable, je pense, de scinder ces deux zones-là. Ben moi, j'utilise comme je prends 10% en dessous du premier seuil, c'est ma zone 2. Fait que la zone 1, c'est pas comme une zone de récup, c'est une zone, on va dire, easy. Ouais. Ma zone 2, c'est quand même plus proche parce que en termes de. Après ça, puis je prends les FC correspondantes, ça devient des ranges qui sont utilisables à l'entraînement. Là, ouais. Plus étroit que ça devient presque impossible de dire à quelqu'un reste entre 157 et 160 BPM, bonne chance. Ouais, mais quand tu as un range un peu plus large, peut-être un 10 battements à peu près pour la part du monde, là, ben, ça fait quelque chose d'utilisable pour l'entraînement. Puis c'est aussi. Quand tu quantifies l'entraînement, de pouvoir dire, OK, as-tu passé plus ou moins de temps proche de cette zone-là récemment? Puis là, ça dépend un peu de l'athlète, qu'est-ce qu'il fait comme objectif. Mais je pense qu'un athlète de plus haut niveau, surtout quand tu fais des marathons ou des ultramarathons, d'aller passer du temps plus proche un peu de là-dedans, c'est quand même bon. Ouais. Versus un athlète de 1500 mètres, peut-être un peu moins. Mais encore une fois, de plus en plus, je pense qu'on voit un shift dans ces distances plus courtes-là vers un entraînement beaucoup plus aérobique. Fait que je pense que je ne suis pas surpris qu'on en voit quand même de plus en plus qui font justement du vrai zone 2 où tu es vraiment proche de ton premier seuil. Puis c'est quand même, ça a des bénéfices vraiment au niveau, je pense, capillarisation musculaire, tout ça. Il y a quand même beaucoup de bénéfices démontrés par ça. Puis le fait de dépasser un peu, ben, c'est comme. C'est pas nécessairement que ça sert à rien de faire de la zone 3, c'est juste que ton bénéfice au niveau des adaptations va être moins grand que la fatigue. En fait, tu as trop de fatigue par rapport au bénéfice. T'sais. Je comprends. Fait qu'au final, c'est pas nécessairement payant de faire ça. Tu es mieux de faire de la zone 2 et après ça, faire de la zone 4-5 comme entraînement plus intense. Puis après ça, il y a toujours l'éternel débat, mais la zone 3, c'est de la zone marathon. C'est ton pace marathon. Faut-tu t'en faire, faut-tu pas en faire? Ouais. Puis ça, ben, ça dépend de tes philosophies. Là. Ouais. Puis c'est un processus qui est dur, ça, je pense, à comprendre pour moi aussi, là, pour tout le monde qui s'entraîne à un moment donné, tu sais. On va dire, moi, dans une distance, mettons, de demi-Ironman, je vais être pas mal dans ma zone 3. Là, tout le long, ouais. Fait que ce qui est tough, c'est que tu passes pas beaucoup de temps en training dans cette zone 3. Puis là, tu te dis, OK, je fais confiance à ce training-là que je vais être capable de maintenir ce wattage-là puis être capable de courir après. Est-ce que quand même tu vas prescrire, là je sais qu'on déborde complètement de ce qu'on savait, mais est-ce que tu vas quand même prescrire des intervalles quand même du tempo, là, si on veut? Après, ce qui est important aussi, c'est de dire tu passes beaucoup de temps dans la zone 3, mettons, de puissance, en fait, de fréquence cardiaque en entraînement. Parce que l'entraînement, même s'il est polarisé en puissance, il va toujours être pyramidal en fréquence cardiaque parce que tu passes beaucoup de temps en zone 3 quand tu passes d'un à l'autre. Puis après, je pense que la zone 3, on pourrait encore une fois la séparer en deux. Puis là, je serais rendu avec 6 zones puis 8 zones. Là. Mais parce que je pense que ce qui est pas très bon, c'est de faire finalement de la zone 2 trop vite puis d'être tout le temps comme dans le début de la zone 3. Mais aller faire, on va dire, la zone 3 haute où finalement, là, tu es à ton pace marathon. Puis c'est pour ça aussi qu'un athlète élite, son pace marathon est très proche de son deuxième seuil, beaucoup plus. Ouais. Alors qu'un débutant qui court un marathon en 4h30, ben finalement, va être très proche du premier seuil. Ouais. Fait que faire du pace marathon pour un élite, je pense pas que ce soit mauvais. Faire du pace marathon pour un débutant, je pense que c'est mauvais. Fait que c'est un peu... Puis pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même intensité, en fait, pour les deux athlètes, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est une nuance quand même importante parce que j'ai déjà dit que je suis un peu contre le pace marathon, mais au final, je pense pas que ce soit mauvais, mais en même temps, d'un point de vue, même si on pense que c'est spécifique puis qu'au niveau musculaire, on va s'adapter spécifiquement à ce pace-là, je pense quand même que dans le marathon, quand tu fais ce qui est dur, c'est pas les 30 premiers kilos, on va dire que c'est les derniers, là, les 12 derniers ou les 10 derniers. Puis dans le fond, là, tu fais cette allure-là avec des fibres musculaires fatiguées. Fait que moi, je pense que s'il y a un intérêt à faire de l'allure plus spécifique, race pace, qui est vraiment de la zone 3. Moi, je la fais généralement soit à la fin d'une longue sortie ou, encore mieux, puis je pense que c'est quand même les séances les plus payantes pour ça, c'est vraiment d'aller faire d'abord de la haute intensité, zone 4, zone 5, puis après ça, faire un tempo. Fait que ton tempo, tu le fais avec des fibres musculaires fatiguées.
Parce que je ne dis pas nécessairement rapide ou lente, parce que des fois, des fibres rapides, il y a différentes catégories, puis je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais je me dis, si tu fais beaucoup de haute intensité au début de ta séance, ça peut être, on va dire, 6 fois 1 km, quelque chose comme ça, en zone un peu au-dessus du deuxième seuil. Ben, tu fatigues tes fibres musculaires qui sont les plus fatigables. Puis après ça, quand tu fais ton tempo à ton pace marathon ou autour de ça, ben là, tu vas vraiment faire un peu... C'est beaucoup plus spécifique, à mon avis, à ce qui se passe à la fin d'une course, où là, tu es vraiment en train d'essayer de maintenir une intensité constante, relativement élevée, avec de la fatigue dans les jambes. T'sais. Fait que moi, c'est un peu plus ça, ma philosophie. Puis là, ça, c'est pas... Il n'y a pas de sciences qui nous ont... d'articles scientifiques qui ont comparé ce genre de méthode-là. Ouais. Parce qu'on est souvent encore dans entraînement haute intensité versus continu. Là, on est comme... On est loin d'avoir je pense, des études qui vont dans le petit détail comme ça. Mais moi, je pense que c'est un peu plus comme ça que je le vois, comme de dire, ben, si tu veux faire du vrai spécifique race pace, il faut que tu le fasses un peu plus fatigué. Peut-être qu'en triathlon, ça voudrait dire pas faire nécessairement beaucoup de pace Ironman ou demi-Ironman, mais dans le faire off the bike, puis d'aller chercher vraiment plus le spécifique. Puis après ça, Ironman, je pense que ton allure marathon est pratiquement à ton premier seuil, là, mais... Ouais. C'est sûr. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Mais encore une fois, la fréquence cardiaque puis l'intensité peut être au-dessus. C'est ça qui est toujours un peu... C'est pour ça que moi, j'aime mieux avoir tout le temps les deux. Là. Des fois, je pense que les gens s'en tiennent trop à la puissance ou à la fréquence cardiaque, mais je pense que quand tu as les deux, tu as un vrai portrait de ce qui se passe au niveau... au niveau périphérique et central. Oui. Puis, tu sais, pour les novices qui disent, regarde, là, moi, là, j'ai même pas de monde, puis un power meter sur un bike, que tu viens de leur apprendre que ça existe. S'ils veulent, c'est là, je pense, l'importance de se tester va être pas pire pour l'espèce de RPE, là, le Rate of Perceived Exertion, d'être capable de dire, OK, je me retrouve où? Est-ce que c'est une bonne méthode d'entraînement? Aller au feel? Ben, je pense que oui, mais c'est là qu'il faut vraiment que tu polarises. Que tu fais pas un entraînement où tu vas essayer de dire, on va faire un zone 2. Là. Fait que c'est vraiment plus easy, puis hard. Fait que t'es sûr que si c'est des intervalles vraiment courts et intenses, il va être en zone 5, la FC va monter, puis quand il fait du easy, il va être ça, c'est quand même pas évident nécessairement d'essayer c'est à quel point c'est easy. Ouais. Mais là, encore une fois, tu peux regarder un peu si t'as, à la limite, une idée de sa VMA, un test de 6 minutes ou une compétition assez courte. Ben là, tu peux dire, le premier seuil devrait être peut-être 85% de ton deuxième, à peu près. Fait qu'en pourcentage de VMA, je ne sais pas combien ça donne, mais il y a plein de calculateurs qui peuvent t'aider pour ça. Mais je pense que de s'assurer qu'il soit vraiment en bas du premier seuil, puis après ça, de faire de la haute intensité. Puis je pense que c'est quand même une formule qui a montré ses preuves. Ouais. Peut-être pas l'idéal pour un athlète là, qui veut vraiment faire des épreuves super longues, mais en même temps, quand tu es rendu là, généralement, tu as peut-être plus de chances d'avoir un power meter, d'avoir des zones plus précises. Fait que je pense que l'intérêt d'avoir des zones très précises, c'est d'aller dire, on va s'entraîner peut-être plus zone 4, zone 2, des choses un peu plus précises, physiologiques. Mais quand tu n'as pas ça, elle est très polarisée, très haute intensité. Au début, un débutant classique 30-30, ça marche bien. Ouais. Quand tu es plus en forme, 35-25, 40-20 peut-être, mais des choses comme ça fonctionne. Là. Puis garder les journées easy, vraiment easy, je pense que c'est quand même payant. Oui, c'est tough ces affaires-là. En plus, même quand tu veux cumuler du temps vraiment haute intensité, de faire du 30-30 longtemps, que à la fin, c'est quand même quelque chose. Mais c'est pour ça que moi, j'aime mieux aussi faire, mettons, des 40-20, puis aller faire, pas nécessairement de visée que tu es vraiment vidé à la fin. Fait qu'encore une fois, c'est de la zone juste au-dessus du deuxième seuil de vitesse ou de puissance, mais de le faire de façon, des séries de 12 ou même plus, puis après ça, de garder la fréquence cardiaque autour de la zone 4. Là, je comprends. Parce qu'en fait, moi, je trouve les meilleurs athlètes que je suis, soit que je les entraîne ou que je les conseille, ils font pratiquement jamais de zone 5 de FC. Là. C'est tellement des intensités qui sont énormes que quand ils font ça, c'est en race. C'est en race, c'est quand on fait un test lactate. Fait qu'idéalement, tu gardes ça pour quelques occasions, peut-être 2 par mois max. Là, puis je pense que c'est pas nécessairement... T'as pas besoin d'aller là pour performer. Là. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde qui veut commencer, mettons, à dire hey, moi, je veux m'initier à la course, au vélo, je veux faire du training, je veux structurer pour optimiser. Parce que, d'ailleurs, tu sais, pourquoi on dit ça? Pourquoi on devrait faire du 80-20, grosso modo? C'est-tu parce que c'est ça qui optimise le plus ta condition physique globalement? Ça serait quoi la rationnelle derrière? Mettons qu'on repart de là, pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Je pense... Peut-être que le rationnel, oui, c'est ça qui est démontré qui fonctionne pour les athlètes de haut niveau, mais aussi la plupart des gens. Mais je pense que le rationnel, c'est aussi de dire que tu veux faire une pratique qui est durable dans le temps. Fait que si tu veux pas trop te brûler, te stresser, puis te blesser, en course à pied, peut-être en vélo un peu moins, mais je pense que c'est là que ça fait beaucoup de sens. Fait que je pense que moi, c'est plus cet argument-là que je mettrais de l'avant. Plutôt que de dire, t'optimises l'oxydation de tes lipides, puis tes mitochondries, puis ta bêta-oxydation, allons-y plus dans le... C'est-tu le fun? Puis je pense qu'il y a des gens justement qui aiment ça, aller se donner à chaque fois, là, mais ils se rendent peut-être pas compte après que c'est quand même dur courir. Là, que quand tu fais vraiment des jogs easy, tu peux faire des jogs beaucoup plus longs, c'est beaucoup plus reposant, puis après ça, ta journée d'intensité, tu peux vraiment
vraiment aller haut. Là. C'est le classique de gens débutants il n'y a presque pas de différence, ils font des intervalles, puis la FC monte presque pas, puis finalement, ils gloguent presque à la même FC qui font les intervalles. Puis tu peux pas comme définir un peu c'est quoi leur training. Alors, quelqu'un qui s'entraîne vraiment bien, là, tu vois des gros jumps là, d'intensité. Là. OK. Fait que, tu sais, je pense la rationnelle derrière, tu veux instaurer une pratique qui est durable, minimise le risque de blessure, là, dépendamment du sport que tu fais, puis la fatigue globale aussi, là, parce que tu veux pas non plus, comme on disait, là, stresser trop souvent. Peut-être le plaisir aussi, mais ça, je pense que c'est peut-être différent. Je pense qu'il y a des gens qui aiment peut-être... Mais quand tu es débutant, c'est aussi peut-être plus facile d'aller loin dans l'effort puis d'aller dans les hautes puissances, les hautes intensités. Puis quand tu es vraiment en forme, à un moment donné, de faire monter la fréquence cardiaque puis de vraiment se mettre dans le rouge, c'est peut-être un peu plus dur aussi. Mais je pense que, en tout cas, à mon niveau, à moi, de dire... moi, je fais seulement 90% de mon volume easy, en fait. Peut-être que je suis un peu paresseux. Mais à un moment donné, c'est quand même dur d'aller vraiment tout le temps dans la haute intensité. Puis quand tu vas dans la haute intensité, c'est vraiment haut, là, l'intensité. Ben moi, c'est plus la zone 4. Ben, c'est la zone 4. Ouais. Je suis pas dans le... Je suis pas dans le zone 5 très, très souvent non plus. Là. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, qui est difficile à conceptualiser. Puis je veux t'entendre là-dessus. C'est quelqu'un qui disait est-ce que j'ai besoin de faire de la vitesse? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans la zone 5 ou d'aller chercher le VO2 max pour augmenter ma vitesse, mettons, à mon seuil, à mon deuxième seuil? Oui. Mais tu sais, je pense... Ou ta vitesse de course, ouais, ta zone mais 3, je pense que c'est important, dans le fond, d'aller à des vitesses qui sont à son race pace ou au-dessus, mais pas nécessairement de le maintenir assez longtemps pour que la dérive cardiaque fasse que ce soit vraiment dur physiologiquement. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à faire, un peu comme la méthode norvégienne. Là, finalement, ils vont faire des 400 mètres de threshold, mais leur 400 mètres est à la pace 10 km. Donc, finalement, c'est quand même une intensité plus élevée que leur second seuil, mais assez court, avec des repos qui permettent de faire en sorte que le lactate ne monte pas au-dessus de leur deuxième seuil, puis la FC non plus. Fait que je pense que, oui, il faut faire la vitesse, l'intensité, parce qu'en fait, même en vélo, en fait, c'est en faisant une certaine intensité qu'on devient plus efficace à cette intensité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement aller dans cette intensité-là pendant très longtemps. Dans le fond, au lieu de dire, je vais améliorer ma puissance sur 5 minutes, je vais aller faire des 5 minutes à bloc, à 400 watts, ça marche, tu vas te brûler. Ça va peut-être fonctionner pareil, mais tu risques de te brûler aussi, versus de dire, je vais aller faire des répétitions de 1 minute à cette puissance-là, avec du repos entre chaque. Puis le repos peut même être éventuellement basé sur ta récupération de fréquence cardiaque, puis dire, quand ma FSA baissait à temps, j'en refais un autre. Puis au final, tu accumules quand même du temps, parce que oui, on pourrait, je pense, faire des... Je pense que c'est même Blaise qui a dit ça sur le podcast, faire des 30 secondes à intensité à haute intensité, puis des repos de 2 minutes. Mais faire ça, par exemple, cet exemple-là, ce serait long. Très long. Donc, au final, tu essaies de faire en sorte que la récup soit juste assez longue pour te permettre que la répétition suivante, ta FC, ne monte pas nécessairement. Dans mon cas, moi, je prends plus la zone 5 pour ça, mais tout le monde peut choisir un peu ses barèmes. Puis au final, l'important, je pense, c'est que la séance soit pas tout le temps all-out. Que quand tu as fini ta dernière reps, tu es comme, OK, il m'en reste encore. Puis de ne pas aller nécessairement faire la dernière à bloc complètement pour te dire j'ai fini, j'ai fait un test. Oui, c'est beau sur Strava, ça te fait un bon test, c'est bon pour ton ego. Mais au final, puis il y a peut-être des places quand même dans un plan pour faire ce genre de séance-là. Mais moi, je pense que idéalement, c'est de ne pas le faire trop souvent puis d'être juste capable d'être confiant que, OK, j'ai fait une grosse séance avec des bons paces puis je me sentais bien à la fin. Là. Ça, les gens sur ce travail, ils ne savent pas que tu te sentais bien à la fin, mais le jour de la course, ils vont le savoir. Ils vont comprendre que c'était pas si dur que ça, tes grosses séances. Exactement. Et ça, c'est une affaire. Puis je pense que quand on regarde un petit peu, justement, les gens qui veulent s'entraîner pour juste s'améliorer, je pense quand même que c'est... première question, est-ce que ça serait nécessaire pour les gens qui veulent juste s'entraîner pour la longévité en santé? Là, de dire, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des zones plus hautes ou je pourrais juste m'en tirer avec du easy tout le temps? Ça, c'est quand même une bonne question. Puis je pense, on n'a pas vraiment, de réponse à ça. Mais oui, l'entraînement, il y a quand même des études qui ont comparé un peu intensité puis continu. Puis je pense que les deux améliorent la performance. L'intensité est généralement un peu meilleure. C'est quand même des études à court terme, là, sur quelques semaines. Mais je pense que oui, faire juste la zone 2, théoriquement, je pense que ça serait pas mauvais. Là. Mais tu sais, j'ai pas de réponse nécessairement précise à ça. Là. Je sais pas si la science a vraiment répondu à ça, mais je pense que, règle générale, le plus important, je pense, c'est de faire ce que tu as envie de faire puis ce que tu peux faire pendant longtemps. Là, fait que si c'est juste d'aller faire de la basse intensité tout le temps, peut-être que c'est suffisant. Là, moi, j'ai tendance à quand même à dire aux gens d'aller chercher aussi des fréquences cardiaques un peu plus hautes. Puis ça encore, c'est pas basé sur 10 000 choses, mais on le sait. Tu sais, il y a une grosse étude qui était sortie qui regardait le VO2 max, sa corrélation avec la mortalité toute cause. Puis les gens qui avaient un VO2 max élevé, ils avaient pratiquement 5 fois moins de chances de mourir
toutes causes confondues dans l'année qui suit. Fait que c'est quand même intense. Mais la question, c'est est-ce que aller à haute intensité, c'est la meilleure façon d'augmenter ton VO2 max? Parce que le classique de dire plus tu passes de temps en haut de 90% de ton VO2 max, c'est un seuil complètement arbitraire. Ça devrait te permettre d'améliorer ton VO2 max, mais il n'y a pas tant d'évidence qui supporte cette espèce de claim-là. Fait que moi, je pense, parce qu'on peut le voir à l'envers, le problème aussi, puis dire, des fois, on définit les seuils en pourcentage du VO2 max, mais on peut aussi dire, ton VO2 max est à 130% de ton premier seuil. Donc, si tu améliores ton premier seuil, tu améliores ton VO2 max. Exact. Fait qu'au final, je pense que on n'a peut-être pas assez d'évidence pour dire que améliorer ton VO2 max, c'est vraiment en faisant de la haute intensité. Après ça, je pense que oui, dans un entraînement idéal, tu fais un peu de tout, mais je pense qu'on n'a pas nécessairement de choses qui montrent ça. Surtout que quand tu y penses, tu vas dormir en altitude, ton VO2 max augmente. Tu t'entraînes à la chaleur, même en zone 2, ton VO2 max, théoriquement, il augmente. Plus de volume plasmatique, meilleur débit cardiaque, tout ça. Fait qu'au final, pourquoi ce serait juste en fait, tu vas être plus efficace à ton VO2 max si tu en fais beaucoup. Fait que si tu fais beaucoup d'intensité proche de cette intensité-là, oui, tu vas être capable peut-être de tenir ton allure correspondant au VO2 max, ça va être un peu meilleur, mais ton VO2 max pourrait être le même pareil. T'sais. Fait qu'au final, c'est un peu... parce que ça, c'est deux choses complètement différentes. T'sais, le VO2 max, le chiffre, versus ton pace sur la course ou ce que tu es capable de maintenir en vélo, ton efficacité. Bien sûr qu'en vélo, c'est un peu plus simple là, en fait comme mouvement, mais mettons à la course à pied, ton pace puis ton VO2 max, oui, il y a une corrélation quand même, mais il y a des gens qui sont bien plus efficaces que d'autres là, pour courir. Puis moi, dans les gens que je suis, leur pace à la course, la plupart du temps, ils s'en foutent. Là. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est comment je fais pour améliorer ma capacité cardiovasculaire globale. Je pense que ça fait du sens de donner du 80-20 parce que c'est le fun, là, de demander de faire un peu des intervalles. Mais effectivement, le but, en fait, ça serait d'augmenter le VO2 max le plus possible. T'sais, si on suit avec cette étude-là, ben, c'est une grosse étude, il y avait 100 000 participants. Puis ça, je me demande si c'est une étude, ben, je sais pas c'est laquelle, je sais pas si c'est la référence. Je te sorte, mais je la mettrai dans les show notes. Là. Mais je pense, c'est souvent en plus basé sur un test incrémental. C'est pas nécessairement le vrai VO2 max mesuré. Fait que ça reste un test de capacité aérobique maximale. Un test de Bruce, j'imagine, sur un tapis roulant classique. Je suis pas sûr c'était quoi, mais je pense que c'était un truc un peu... c'est une grosse population, puis il y avait une composante rétrospective. Il y en avait qui avaient des vrais VO2 max, il y en avait qui c'était des athlètes élites là-dedans. Ils ont mis ça ensemble. Fait que, ils ont tous mis ça ensemble, puis ils l'ont poolé, puis la tendance, c'était qu'il n'y avait pas de limite supérieure. Fait qu'autrement dit, tant aussi longtemps que ton VO2 max augmente, ton taux de mortalité diminue. Mais là, la question, c'est quoi l'entraînement idéal pour augmenter cette valeur-là? Si on se fait à cette étude-là, ne nous disait pas que... En fait, c'était cool ce que ça disait. Ça disait que quelqu'un qui fume, qui est diabétique, qui a des maladies cardiovasculaires, il augmente son risque de mortalité d'à peu près 3 fois. Fait qu'en gros, un VO2 max dans le trait supérieur était plus protecteur que ces 3 choses-là ensemble sont délétères. Ce que ça répondait pas, c'est si tu fumes, si tu es diabétique, puis tout le kit, puis tu as un gros VO2 max, est-ce que ça annule les effets de l'autre? Bon, mon intuition, c'est que probablement pas. Parce que pour avoir un gros VO2 max, je veux dire, pourquoi c'est corrélé comme ça avec la longévité? Ben, c'est que c'est un intégrateur de bien des affaires. Il faut que tu te sois entraîné longtemps, de façon constante, puis tu as mis du volume, puis que tu sois relativement lean aussi. Fait que il y a tout ça qui fait en sorte que ça fait du sens. Mais ce qui est intéressant de cette étude-là, c'est que quelqu'un qui commençait avec une condition physique, mettons avec un VO2 max qui était considéré comme poor, là, fait qu'il considéré comme vraiment là, dans le 10e percentile du bas, si on était capable de l'amener du 10e percentile du bas jusqu'à juste en dessous de la moyenne, même pas dans la moyenne de la population, il diminuait son risque de mortalité toute cause de 3 fois. Fait que c'est comme une intervention vraiment puissante. Maintenant, pour amener quelqu'un de poor à below average, probablement que tu n'as pas besoin de faire des intervalles. C'est probablement que ces gens-là, ils ont juste besoin de commencer à bouger puis faire un peu de sport, tu sais. Puis un des enjeux avec ça, sûrement, c'est qu'en plus, tu as le biais que le VO2 max s'est exprimé souvent en poids corporel, sur le poids. Exact. S'ils perdent du poids, leur VO2 max augmente. Finalement, leur capacité absolue n'a peut-être même pas changé. Là, peut-être pas. Fait que je pense que ça, c'est le genre de choses qui est un peu... Si tu regardes le chiffre, c'est mieux, il s'améliore. Mais c'est pour ça qu'on dit, c'est que tu peux pas avoir un VO2 max à 75. Si tu as à peu près 40 livres overweight, ça va être vraiment difficile. Non, c'est ça, presque impossible. Oui, exactement. Fait que donc, si on en revient à la question, pour augmenter notre VO2 max, c'est souvent l'espèce d'image qu'on va dire, c'est que la base aérobique, puis le pic représente un peu ton VO2 max. Il faut que tu aies une grosse base large pour être capable d'avoir un pic vraiment haut. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, c'est ça ma philosophie, comme j'ai dit tantôt, de dire que ton VO2 max, parce que souvent, quand tu fais des tests puis tu retestes un athlète, moi, souvent, ce que je vois, c'est quand même une progression
du premier seuil d'abord qui fait augmenter le deuxième puis le max. Je pense que c'est rare qu'un athlète va arriver, même premier seuil, même le deuxième, mais il s'est rendu tellement plus loin dans le test. Puis c'est là que c'est le fun d'avoir aussi le VO2 quand tu mesures. Puis ça, tu peux voir si, mettons, ça arrive, si tu vraiment juste parce qu'il a tenu son plateau plus longtemps, puis finalement, c'est pas une meilleure capacité aérobie, c'est juste qu'il est meilleur, disons, anaérobique ou même mentalement dans le test ce jour-là, il s'est rendu plus loin. Ouais. Mais je pense que les gains viennent quand même souvent, je pense, de la base, là, à mon avis. Puis après, c'est sûr que tu peux quand même, des fois, je pense que c'est ce qu'on voit classiquement l'hiver, les athlètes ont moins de volume, plus d'autres intensités. C'est là, des fois, quand même, que tu as peut-être, que tu n'as pas nécessairement de changement au premier seuil, mais que le deuxième puis le max peut shifter un peu. Ouais. Mais souvent aussi des valeurs de l'athlète qui sont plus élevées à ces intensités-là, fait qu'à quel point ils peuvent maintenir leur seuil aussi longtemps qu'ils le pouvaient avant. Fait que ton seuil est rendu 10 watts de mieux, mais à 6 millimoles au lieu de 4, à quel point tu vas tenir 6 millimoles pendant une heure, c'est un peu plus... Fait que je pense qu'il y a quand même... il y a quand même un gros effet de la base là-dessus. Puis, encore une fois, c'est pour ça que je pense que le fameux 80-20, c'est pas mal tout le monde qui fait ça. Puis, je pense pas qu'il y a carrément un consensus un peu là-dessus, parce qu'on s'assigne un peu pyramidal ou genre, c'est quoi pyramidal, puis polarisé. Ouais. Mais au final, le 80%, dans les deux cas, c'est 80% en bas du premier seuil. Là. Ouais. Je pense pas qu'il y ait tant d'athlètes qui font pas ça, en fait. Là. Ouais. De haut niveau en athlète d'endurance, en fait. Là. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Après, la question, c'est est-ce que des sports plus explosifs, là, c'était différent un peu, mais je pense qu'en endurance, c'est quand même le classique. Puis je pense que si ça, c'est vrai, ben, c'est quand même là que ça montre un peu que oui, ça prend ta base pour monter ta pyramide. Là, ouais. Fait que, OK. Donc, tout ce qui se passe en dessous de ton premier seuil, t'augmentes ta capacité d'oxyder des graisses, tu deviens meilleur à ce niveau-là, tu augmentes ta capillarité, tes mitochondries, etc. Tout ça devient mieux, fait que tu deviens plus efficace là. Puis maintenant, quand on s'en va vraiment à l'autre spectre, là, appelons-le à notre deuxième seuil qu'on a défini plus tôt, quand on s'entraîne autour de ça, on devient... Qu'est-ce qu'on fait, en fait, comme adaptation rendu là? Ouais, ben là, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est justement les transporteurs de lactate. T'sais. Parce que le lactate que tu produis, comme on a dit au début, ben, tu peux le réutiliser pour produire de l'énergie. Puis c'est là que tes fibres rapides, eux qui produisent beaucoup plus de lactate, qui brûlent beaucoup moins de graisse, ben, eux produisent du lactate, puis ce lactate-là va être réutilisé par les fibres lentes. Puis c'est là, pour que ça se passe bien, ben, ça prend des transporteurs entre les cellules. Puis c'est là, je pense qu'en faisant que ce soit juste des intervalles classiques, là, que tu fais quelques minutes au-dessus, puis après ça, des repos en dessous, ben déjà, tu travailles ça. Puis après ça, des séances un peu plus spécifiques, comme on va dire du over-under. Puis il y a plein de façons, en fait, ou du lactate clearance, là, où tu commences des intervalles, on va dire, un 30 secondes, vraiment très haute intensité pour accumuler du lactate dans les fibres rapides. Ouais. Dans le sang, il ne montrera pas nécessairement parce que c'est pas assez long. Mais après ça, tu fais quand même un bout un peu plus long après où tu réduis progressivement ou même d'un coup l'intensité. Puis tu maintiens, par exemple, la zone 3. C'est là aussi que la zone 3 peut être intéressante. Là. C'est vraiment d'aller chercher, en fait, cette capacité à transporter le lactate d'une cellule à l'autre. Puis souvent, c'est justement des fibres musculaires rapides vers les fibres plus lentes. Là, OK. Puis quand tu vois, mettons, c'est quoi que tu vois quand tu vas voir des athlètes qui sont plus novices ou vraiment plus expérimentés? C'est-tu principalement juste la durée qu'ils sont capables de maintenir, ce seuil-là? Ou c'est d'autres choses que tu remarques? Bien, c'est souvent quand même, je pense que c'est quand même souvent des valeurs d'athlète plus basses. Ouais. Fait que théoriquement, génétiquement, peut-être un plus grand nombre de fibres musculaires lentes par rapport au rapide. Mais encore ça peut quand même fluctuer juste par... on a parlé tantôt d'entraînement de la chaleur. Si tu fais beaucoup d'entraînement de la chaleur, ton volume plasmatique est plus grand, tu dilues ton lactate dans plus de volume. Fait qu'il y a ça aussi comme différence. Mais je pense que règle générale, on parlait des seuils à 4 puis 2. Ben, c'est rare qu'un athlète de très haut niveau va avoir un seuil à 4 puis à 2. Là. Souvent, c'est plus, on va dire, 3, 2.7, puis 1 ou même un peu moins pour le premier, puis des max, des fois à 6 millimoles. La question, c'est toujours, est-ce que c'est parce qu'il en produit moins ou parce qu'il en réutilise plus? Puis la réponse, c'est souvent un peu des deux. Parce que justement, il y a plus de fibres musculaires lentes ou au moins ils sont bien entraînés et sont vraiment efficaces. Puis j'imagine qu'ils ont aussi des profils différents. Là, exemple, un cycliste pur versus quelqu'un qui fait du triathlon de par la spécificité du type de course puis de l'effort. Mettons, un cycliste, il doit quand même être capable de sprinter à la fin. Là. Ouais. Fait que, vois-tu des grosses différences entre ces types déjà, entre les cyclistes, il y en a qui ont cette capacité-là, puis il y en a qui ne l'ont pas. Puis à quel point tu peux la développer. C'est là que je pense que la capacité vraiment à produire de la puissance rapidement des sprints, c'est quand même, je pense, encore plus génétique que l'endurance, selon moi. Puis tu peux avoir cette capacité-là, puis ces fibres rapides-là, puis quand même avoir une grosse endurance. Puis ça, c'est des profils un peu... Je pense que c'est quand même plus rare qu'on voit ça. Là. Ouais. Tu as des athlètes qui ont des baselines à moins de 1 millimol, là, qui se rendent à même 0.5, mais qui ont quand même un 12-13 à la fin du test. T'es comme, OK, ça, c'est rare qu'on voit ça. Puis après, à quel point c'est corrélé. Moi, je fais plus les tests
comme ça, je fais pas nécessairement des sprints avec tout le monde. Là. Non. Mais ceux que, mettons, que je suis ou que je conseille, des fois, tu peux voir aussi leur puissance de sprint. Puis c'est là, des fois, que tu peux quand même faire des corrélations un peu avec ça. Là. Okay. C'est là, encore une fois, que c'est le fun d'avoir le VO2 en même temps que le lactate parce que tu peux voir justement ton test, OK, tu t'es rendu vraiment loin. On estime ta puissance aérobie maximale à ça, mais concrètement, là, combien de temps tu as passé à ton plateau de VO2? Puis combien de temps tu t'es mis vraiment, finalement, juste que tu as toléré l'acidité à la fin du test. Là, c'est quand même un peu différent aussi comme... Fait que ça ajoute quand même, je pense, le VO2 de l'information à ton test à lactate. Oui. Puis quelqu'un qui va se faire tester, je pense qu'on n'a pas parlé au début, mais ça ressemble à quoi comme test? Là? Mettons, on va dire, je vais me faire tester, je vais faire un test sur le vélo. Ouais. Comment j'arrive, là, qu'est-ce que je fais? Ouais, ben c'est des paliers de... C'est 30 watts d'augmentation par palier. Ouais. Là, je connais pas ton FTP, mais par exemple, on commencerait, on va dire, à 160 watts. Puis des fois, un petit warm-up avant, quand même, surtout en vélo, là, je pense que c'est quand même bon de faire un 5 ou 10 minutes. Des fois, tu fais juste demander à l'athlète, t'es-tu habitué de faire des longs warm-up ou pas, puis selon ça, tu guesses un peu. Okay. Puis après ça, c'est des 30 watts de plus toutes les 3 minutes. À la fin de chaque 3 minutes, on prend une goutte de sang pour avoir la tête. Il n'y a pas de pause. Fait que c'est vraiment, tu continues. Même en course à pied, tu me gosses ta main sur le bord du tapis. Moi, je fais pas de pause là, parce que je trouve que les pauses, ça. Je pense que si tu améliores ta capacité à récupérer passivement, techniquement, tu améliores ton test de lactate, mais tu n'es pas vraiment meilleur le cours de la course. Là. Fait que ça, j'aime pas les. Puis surtout, même en termes de transport de lactate, là, techniquement, si tu as plus de transporteurs qui envoient le lactate dans le sang versus vers les autres. Je pense qu'il y a quand même un biais quand tu fais des pauses dans un test lactate. Fait que moi, j'essaie vraiment d'éviter de faire ça. Mais bref, parenthèse terminée. Fait que tu augmentes de 30 watts toutes les 3 minutes. Puis on se rend à ton max. Complètement. Fait que si tu fais 15 secondes dans le dernier palier, ça va quand même compter. Fait que tu essaies vraiment de te rendre le plus loin que tu peux. Puis si on mesure le VO2, on le mesure en plus, mais ça n'a pas trop d'impact. C'est juste d'avoir un masque en plus. Là. Puis dans le fond, après ça, avec ces valeurs-là, on calcule... dans le fond, la visite au total dure environ 1 heure, puisque en 2 minutes maximum après le test, j'ai le rapport pour l'athlète. On peut lui montrer live, il peut voir c'est quoi ces deux seuils, ces zones, puis il peut voir vraiment c'est quoi la courbe. Puis quand il refait un test une deuxième fois, tu peux aussi, je pense que le plus intéressant quand il refait un test, c'est comparer les deux courbes. De montrer ta courbe, il y a 8 mois, c'était ça, aujourd'hui, c'est ça. Puis d'essayer un peu de l'enligner, puis de donner des conseils un peu. Des fois, tu peux même, ce qui est fun, c'est quand tu peux un peu deviner là, qu'est-ce qu'ils font. Quand tu vas clairement comme quasiment un deuxième plateau après le premier seuil, tu fais souvent beaucoup de zone 3. Puis c'est comme si tu deviens tellement habitué que tu as quand même un deuxième plateau avant que ça remonte. Là. OK. Ça, c'est vraiment cool. Puis, tu vois-tu, mettons des gens là, qui arrivent assez novices, est-ce que les profils de courbe de lactate vont varier beaucoup d'un individu à l'autre ou c'est ballpark, ça se ressemble pas mal? Ben, ça se ressemble, mais c'est intéressant parce qu'il y en a des fois qui vont arriver qui n'ont pas nécessairement des gros niveaux de course, là, que je sais pas, ils font un demi-marathon en 1h50, des choses comme ça, ce qui est quand même bon. Là. Mais dans le fond, qui ont quand même des très belles courbes de lactate, puis tu dis, OK, ils s'entraînent sûrement très bien. T'sais. Fait que peut-être qu'à un moment donné, tu dis, la limite, c'est peut-être que génétiquement, il n'est pas si loin que ça de sa limite. Là, S'il fait beaucoup de volume déjà, puis il y a des gens quand même qui font beaucoup de volume, qui ont des beaux profils physiologiques, et tout, mais qui vont pas super vite. T'es comme, t'as peut-être mal choisi tes parents. Désolé, mais tu peux pas faire nécessairement de gros changements. Puis t'as des gens aussi qui vont avoir des courbes, justement, que le lactate va monter très rapidement, donc des premiers seuils très mauvais, mais qui vont quand même se rendre très loin dans le test parce qu'encore eux, à l'inverse, ont sûrement une bonne capacité aérobie comme naturellement, mais qui s'entraînent un peu n'importe comment ou peu, puis finalement qui ont des vitesses à la fin de test qui sont quand même élevées, mais techniquement, ils t'offront pas nécessairement très longtemps. Un marathon serait pas très bon, mais pour un 5 km, tu pourrais faire quelque chose de quand même plutôt bon. Il y en a comme ça. On a tout un ami de même qui n'a jamais couru de sa vie. Il dit, je vais courir un 5. Combien de temps ça t'a pris? Comme 18 quelque chose. C'est comme quoi? C'est quoi cette affaire-là? Fait que tu es capable de voir sur la courbe de lactate un peu, chez un novice, de dire quelqu'un, ça, il y aurait du potentiel s'il s'entraîne. C'est quelqu'un qui s'entraîne pas vraiment, il arrive, il dit, moi, je veux un baseline, qui est capable de toffer quand même assez longtemps dans des bonnes vitesses. Théoriquement, elle devrait quand même être capable de s'améliorer pas mal. C'est ça. Alors que quelqu'un qui arrive justement avec un max qui n'est pas très bon, mais qui a un premier seuil vraiment déjà proche du max, t'es comme, OK, mais à quel point tu peux aller plus loin que ça? Là? Fait Puis après, c'est ça, je ne compile pas nécessairement les stats de tous les tests que je fais. Là. Ce serait quand même intéressant d'avoir c'est quoi les pourcentages, le premier seuil par rapport au max et tout ça. Là. Mais je pense que c'est quand même du travail en plus. Là, puis, techniquement, à moins de leur faire signer quelque chose, je ne pourrais pas non plus
partager ça nécessairement. Non, Mais je pense que ce serait quand même intéressant d'avoir plus une idée, en fait, de c'est quoi les valeurs. Là. Puis selon la courbe, est-ce que tu vas, tu sais, quand ils vont venir tester, est-ce que tu vas leur dire, hey, tu devrais travailler un petit peu plus là-dessus, un petit peu plus là-dessus? C'est quoi ça ressemble après comme Mais ça dépend aussi des questions qu'on veut avoir. Ouais. Puis, ils ont un entraîneur, ils ont qu'est-ce qu'ils font un peu. Parce que tu sais pas non plus qu'un athlète vienne te voir, qu'il y a un coach, puis ils ont un plan, puis tout, puis là, de dire ce que tu fais, c'est de la merde. Fait que ça, quand même, tu mets des gants. Puis souvent, c'est le classique de dire le 80% easy, il y a quand même pas mal un consensus là-dessus. Ouais. Ce que tu fais avec ton 20% qui reste, ça dépend de tes objectifs, de tes contraintes, de ta physiologie, puis tout. Fait qu'il y a quand même plus de différence par rapport à comment tu veux gérer tes intervalles. Je pense que la plus grande là-dessus, c'est justement le temps disponible puis le volume total. Quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de volume puis qui a du temps, moi, je pense que ça vaut la peine de faire justement plutôt des séances de zone 4. À dire, qu'on va faire un 10 fois, 12 fois 1 km en zone 4 plutôt qu'un 5 fois 1 kg en zone 5. Mais si tu fais pas de volume puis que tu n'as pas le temps, t'es mieux de faire ton 5 fois 1 kg plus intense. Fait qu'à un moment donné, ça revient tout le temps au... Je pense que c'est ça le principal élément quand tu fais une planète d'entraînement, c'est les contraintes de la personne. Parce qu'à moins d'avoir un élite là, qui fait que ça de ses journées, puis c'est quand même rare, là, je veux dire, même beaucoup de sports que les gens sont semi-pro puis qui font autre chose à côté. Là. Fait que je pense que le point de départ, c'est vraiment les contraintes. Puis après, les contraintes, il y en a entre elles, il y en a beaucoup plus là, parce qu'on n'habite pas tous à côté d'une grosse montagne, on n'a pas tous, ça prend encore plus de temps quand tu fais des ultras et tout ça. Versus course sur route, tu peux quand même, je pense, un peu plus travailler avec des temps hebdomadaires qui sont plus réalistes. Après ça, le triathlon, encore une fois, c'est une question de temps que c'est hyper dur, en fait, je pense, à tout rentrer. Fait que c'est quand même, je pense, la première étape, c'est vraiment les contraintes de la personne. Évidemment, après ça, tu tiens compte de la physiologie de la personne. Ouais. Que tu aies un test ou pas, là, tu peux quand même avoir des idées un peu avec les performances, même à différentes durées, différentes distances. Puis c'est là que tu fais un plan avec ça. Mais je pense que le principal, ça reste les contraintes de temps puis d'environnement d'entraînement de la personne. Oui. C'est super intéressant. Fait que, donc, on a parlé de la zone 1, 2. On a parlé un petit peu de ce qui se passait à la zone 3, qu'on dit, on ne passera pas trop de temps là-dedans. On a vu ce qui se passe après, on est rendu autour de ton seuil, ton deuxième seuil, si on veut. Puis là, après ça, on tombe vraiment vers ton VO2 max, puis plus loin. Qu'est-ce qui se passe après ta puissance aérobique maximale, on va dire, à ta zone 5? Après ça, c'est quoi qui se passe? C'est là que c'est justement... C'est là que tu brûles vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, mais sans nécessairement consommer plus d'oxygène. Fait que c'est là que tu produis plein de lactate pour, comme on a dit tantôt, la glycolyse anaérobie, tu produis très peu d'ATP pour une grosse quantité de sucre. Là, c'est là que tu accumules du lactate, puis que ça... Tu sais, quand ça monte, en fait, ça, des fois aussi, je pense, quand on a dit tantôt le deuxième seuil, c'est là que ça s'accumule dans le sang. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut voir ça aussi comme un système à plusieurs compartiments. Tu as les fibres rapides, les fibres lentes, puis le sang. Quand il est très haut dans le sang, c'est souvent qu'il est aussi très haut dans les fibres rapides et les fibres lentes. Fait qu'à un moment donné, tout est saturé, puis c'est là que c'est hyper, hyper difficile aussi. Là. Fait que là, je pense que c'est là qu'il y a peut-être qu'une épreuve, justement, qui va être de moins que 5 minutes, là, qui est vraiment dans cette zone-là, qui est au-dessus de ton VO2 max. C'est là qu'il y a peut-être un intérêt à faire en training, des trainings vraiment d'adaptation à cette acidité-là. Après, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose que les gens ont naturellement puis qu'ils sont capables de supporter? Il y a quand même, encore une fois, une question génétique souvent là-dessus. Mais je pense que c'est là quand même qu'il y a un intérêt justement à dire tu veux vraiment faire des trainings où tu vas produire beaucoup de lactate parce qu'il faut que tu sois capable de le tolérer. Mais là, on est vraiment sur 5 minutes et moins. Fait que, on n'est pas sur des épreuves que je pense monsieur Madame va faire nécessairement. Mais il y a quand même, je pense, à ce niveau-là, c'est là que vraiment ça te prend cette capacité à tolérer du lactate versus de dire quelqu'un qui court un 5 km, oui, à la fin, ça brûle puis c'est dur puis tout ça, mais on n'est pas à 20 millimoles. On n'est pas dans des valeurs de coureur de 800 mètres. Fait que je pense que c'est là que je pense que naturellement, on est quand même capable de souffrir le gros de la course quand ça compte. Puis je pense pas qu'il y ait vraiment un besoin d'aller travailler ça en training nécessairement. Là, je comprends. Fait que là, c'est un peu ça la différence. Moi, je suis pas du tout spécialisé dans tout ce qui est très court. Là, fait que là, je parle un peu de 800 et tout ça, mais je suis comme pas... C'est pas là-dedans. C'est pas du tout là-dedans que je travaille. Là. OK. Fait que, moi, souvent, les gens qui vont dire hey, moi, j'aime ça de travailler par objectif. Peu importe, quelqu'un qui veut se remettre en forme, comme je disais, il y a une grosse partie de voir l'exercice physique. Souvent, j'ai réfère à des gens à l'externe, là, comme toi, là, pour faire des tests puis faire des programmes, etc. Mais souvent, un des objectifs que les gens aiment ça se donner, c'est, par exemple, courir un 10 km. La première course, si on veut s'initier à la course, ils disaient hey, je me donne un 6 mois, là, puis j'aimerais ça courir. Je me suis inscrit à un 10 km. Mais je veux pas... Comment je fais pour
avoir un temps qui a de l'allure. Tu appliquerais les mêmes principes de 80-20, grosso modo. Ouais. Mais on part des contraintes, puis dans ce cas-là, je pense que la plus grosse contrainte, c'est le stress mécanique. Si tu cours pas puis que tu veux faire un 10 km, c'est de progresser vraiment tranquillement avec le volume, avec du marche-course au début, puis tout ça. Puis c'est là que c'est, je pense, le plus délicat, c'est quand même ça, la course à pied. Parce que même si tu me dis, j'ai 20 heures par semaine de m'entraîner, je vais faire un 10 km dans 4 semaines, ben, il faut quand même y aller vraiment mollo avec l'augmentation du volume à cause du stress mécanique. Là. Fait que je pense que c'est ça qui est un peu plus touché que la course à pied. Mais grosso modo, on va dire qu'il court déjà un peu, puis ou il joue au soccer avant. Fait qu'il y a quand même, mais quand tu dis là, d'aller vraiment lentement, je pense que les gens ne comprennent pas lentement comment. Moi, souvent, ils me disent, OK, fait que moi, souvent, ils me disent, j'ai mal à quelque part. Là, ils sont dans le bureau du médecin, fait qu'ils vont me parler de leur blessure. Ils disent, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai commencé à courir. OK, qu'est-ce que tu as fait? Ben, écoute, je fais du vélo. Fait que là, des fois, ils sont déjà en shape. Fait que là, il dit, écoute, la semaine passée, j'ai couru 4 fois. J'ai fait 4 fois 10 km. J'ai commencé à courir. Je suis comme, mais c'est comme énorme. Ouais, c'est ça. C'est lent comment, mettons, quelqu'un qui part de pratiquement zéro actif, là, sportif, mais qui n'a jamais fait de la course à pied. Sur combien de temps tu vas faire cette progression-là, de dire je vais augmenter ça? Là, parce que moi, honnêtement, je coach très peu de débutants total, puis souvent, je vais même les envoyer, aller voir les plans d'acné du coureur. Ils ont des bons plans pour ça, pour commencer à courir, marche-course sur un nombre de semaines que je sais pas, c'est-tu 10 semaines avant que tu arrives à 30 minutes continu? Je pense que c'est vraiment long. Il me semble que je les avais regardés récemment, puis c'était plusieurs semaines. C'est ça, je viens de dire 10, je sais pas si c'est complètement off. Là, ça doit pas être long, ça doit pas être ça. Mais bref, les plans d'acné du coureur, je pense, comme tu dis, ça serait une bonne référence pour ceux qui veulent s'initier. Puis ça, je pense que c'est le message, comme je dis dans ma pratique, quelque chose qu'on veut vraiment éviter, c'est les blessures. L'exercice physique, c'est fantastique. Ça cause des bénéfices qui sont... Tu peux juste... qui sont tellement importants pour la santé à long terme que la seule chose qui peut vraiment péter tes plans, c'est de te blesser. Puis de commencer progressivement puis d'éviter les blessures, je pense que c'est l'affaire numéro 1 que les gens devraient faire. Puis d'y aller progressivement. Il n'y a pas de... Comme je dis, là, on y va pour le long run. Là. Les gens viennent me voir parce qu'ils veulent être en forme longtemps. Là, fait que s'il n'y a pas de stress à commencer puis à dire demain matin, je veux faire mon 10 km. Fait que je pense pour ceux-là, les guidelines de la clinique du coureur, je pense que c'est intéressant qu'ils aillent voir ça parce que effectivement, il faut le faire progressivement. Puis là, après ça, on va dire, OK, ils ont fait leur progression, ils n'ont pas de blessure, ils commencent à faire des 30 minutes continues. Puis là, ils disent, OK, j'aimerais ça, j'aime vraiment la course, j'aimerais ça avoir un bon temps, mon 10 km. Quel genre d'intervalle tu vas prescrire quand ils vont faire leur journée? Ben déjà, le principal, je pense, rendu là que tu cours 30 minutes en continu, je pense que c'est de faire au moins 4 sorties de course par semaine. Ça, c'est même pas une question de stress mécanique ou ça, c'est de dire si tu cours 4 fois semaine, tu cours pas 3 fois semaine. Donc la course, c'est la norme, le jour de repos, c'est comme l'exception. Fait que ça devient comme dans ta routine. C'est comme normal d'aller courir, puis c'est moins normal de pas courir. Je pense que c'est comme. Moi, je trouve que le 4 jours semaine est comme c'est la base. Là. OK, j'aime ça. Tu vas courir 4 jours semaine ou t'arrêtes 4 jours semaine, ben pas que ça sert à rien, mais c'est comme le minimum pour dire t'es-tu vraiment investi là-dedans 4 jours semaine minimum. Après ça, idéalement, 5, 6, il y a même 7, là, ça dépend un peu du monde. Puis après, justement, si tu cours juste 4 fois semaine, moi, là-dedans, il y a une séance d'intervalle. That's it. C'est ça. Après, des fois, je pense que c'est sûr, c'est plate. Tu as un plan d'entraînement, tu payes pour un coach, puis c'est juste des jogs, puis tu as une séance d'intervalle. C'est comme, OK, mais je paye pourquoi il me dit d'aller jogger, puis tu sais. Mais c'est un peu ça. Puis je pense après ça, idéalement, le plus possible, s'ils peuvent faire du renforcement musculaire en plus. Fait que tu rajoutes peut-être 2 séances de renforcement dans la semaine. Puis après, des fois, même, je pense quelqu'un qui. Une des façons de rendre ça un peu différent, de dire c'est juste des jogs, c'est de mettre des séances peut-être de course à pied qui sont plus du renforcement déguisé aussi. Ça peut être des sprints en montée, des choses qui sont une montée assez raide pour que ce soit quand même pas trop de haute vitesse, fait que les impacts sont pas trop grands, on marche pour redescendre. Fait que tu peux avoir des plans quand même où finalement tu restes dans le 80-20 en termes de parce que moi, le 80-20, c'est vraiment en termes de fréquence cardiaque. Là. Fait que c'est vraiment l'intensité dans ta semaine qui doit être au moins 80-20. C'est quelque chose que je regarde beaucoup quand même c'est un suivi qui se fait rapidement avec les logiciels de suivi. Tu peux voir facilement combien de temps il passe dans les zones. Puis c'est comme le premier red flag. Là. Un athlète de haut niveau, des fois, le piège, des fois, c'est qu'ils sont en forme, ils sont bons. Puis là, ça va un peu moins bien, mais ils veulent continuer à jogger. Quand je suis en forme, je cours 4 flats. Je jogue 4 flats tout le temps. Fait que là, à un moment donné, tu te rends compte que c'est beaucoup de zone 3. C'est comme le premier red flag qui ralentit un peu. Il faut que tu t'entraînes à ton niveau actuel, pas ton niveau d'il y a 2 mois, ni ton niveau que tu veux dans 2 mois. Exact. Puis c'est là que je pense que des fois, le piège un peu, puis là, je fais une parenthèse là-dessus, le plan marathon en moins de 3 heures.
Mais la question, c'est est-ce que tu peux courir en moins de 3 ans en 12 semaines? Ça dépend de ton niveau actuel. Puis, je pense que si le plan il est basé sur l'objectif, je pense pas que ce soit nécessairement un bon plan. Je pense que le plan doit être basé sur ton niveau, ta physiologie, tes contraintes. Puis c'est là qu'après 10 semaines, on pourra dire si 2 semaines après, tu peux courir en bas de 3 heures. Ouais. Mais avant ça, je pense que c'est un peu loin. Là. Fait que je pense que l'important, c'est vraiment aussi de garder en tête que c'est individualisé. Puis je pense que finalement, oui, ça peut être plate. Là. Oui, ça peut être beaucoup de jog, ça peut être beaucoup d'intensité qui est relativement basse. Mais après, c'est quand même comme ça que dans le temps, tu vas progresser. Là. Parce que oui, si tu ferais faire à quelqu'un, je pense, un débutant, un peu n'importe quoi, il va progresser. C'est sûr. Je pense que si tu mets trop d'intensité, le risque de blessure est quand même plus grand, puis le risque qui stanne aussi peut-être, parce que c'est quand même tout le temps dur. Ouais. Versus à dire, tes sorties faciles sont vraiment faciles, puis là, s'ils trouvent ça plate, écoute un podcast, écoute la longue sortie. Non, mais je veux dire, c'est ça quand même. Là, je pense qu'à un moment donné, c'est pas. Il y a des sports, si tu veux des sensations fortes, va jouer au soccer, va faire autre chose que du sport d'endurance. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va. Je veux dire, c'est pas. Moi, j'aime ça courir, j'aime ça courir entre elles, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Non, si t'aimes vraiment pas ça, essaie de considérer qu'est-ce que tu peux faire d'autre qui va te faire bouger, qui sera peut-être pas nécessairement la course à pied. Là, ouais, non, tout à fait. Ouais. OK. Puis là, OK. Fait que là, dans sa journée d'intervalle, cette personne-là qui veut faire son premier 10 km, il va pour le PR. Il n'en a jamais fait. Ouais, ça va être un PR anyway. C'est facile. Ça. Fait que qu'est-ce que tu lui fais faire comme progression globale d'intervalle? Tu commences avec du 30-30, du 40-20 ou tu vas plus avec des affaires plus longues d'emblée? Ça va dépendre. Là. Puis encore une fois, ça dépend. Des fois, tu mixes un peu les choses aussi. Là. Mais je pense que comme tu as dit, 30-30, c'est quand même les débutants, moi, je mets quand même plus 35-25 déjà. Ouais. On dirait que c'est comme juste. Je suis par habitude. Là, comme si l'intensité est un peu moins haute. Puis, ça force à faire ça force l'entraînement plus aérobique un peu. Ouais. Fait que moi, j'ai toujours préféré des même 40-20 sur tapis roulant, 45-15 même. Passif sur le côté du tapis. Des choses comme ça. Fait que ça dépend vraiment, c'est quoi aussi que la tête a accès. Mais je pense assez vite des intervalles jusqu'à 3 minutes. Je pense que 3 minutes, c'est une bonne durée d'intervalle. Même si scientifiquement, je pense qu'ils montrent que 4, c'est l'idéal. Ouais. Mais je pense que 4, c'est assez plus dur que 3. Que 3, c'est quand même mieux selon moi. OK. Je pense que faire des 3 minutes au seuil, c'est quand même beaucoup plus que des 4 minutes au seuil. Puis au final, tu peux faire ajuster ta séance pour que tu aies autant de volume total fait à ton seuil, par exemple. C'est ça. Ouais. Puis après ça, oui, au début, je peux mettre des séances quand même plus intenses que ça, mais je pense que de plus en plus, même avec les gens plus débutants, j'aime ça y aller avec d'abord, même des fois, justement, de la fameuse zone 3 qu'on n'aime pas trop. Ouais. Tu sais, s'il fait juste bloguer pendant son marche-course, puis que là, il fait 30 minutes continu, ça se peut que les premières intensités soient plus courtes encore, des 30 secondes, un peu plus rapides, puis vraiment, pas nécessairement 30-30, mais 30 secondes. 3 minutes easy, 30 secondes, tu sais. Ouais. Vraiment introduire la vitesse comme progressivement aussi. Ouais. Mais éventuellement, je pense qu'une fois que l'entraînement, c'est vraiment l'entraînement de 10 km, c'est là que j'essaie quand même de faire des séances, on va dire, un 6 x 3 minutes au seuil, par exemple. Donc, 18 minutes totales d'accumuler, qui est quand même encore très loin de ta puissance, de la durée de l'effort. Là. Mais tranquillement, on l'augmente, puis au final... tu vas-tu l'augmenter? C'est sûr qu'un novice, son premier 10 km, il risque de faire autour d'1 heure. Là, Est-ce que tu vas faire le maximum d'intervalles que tu vas aller chercher? Tu ne feras jamais faire 1 heure de seuil dans c'est sûr que non. Tu vas te rendre à quoi, une demi-heure peut-être? Oui, à peu près. 10 fois 3 minutes, je pense. Pour un débutant, c'est déjà pas pire. Parce qu'on s'entend, le débutant va courir ça, 1 heure va être... Puis pour lui, ce qui est fun, c'est que s'il court en 1 heure, c'est que c'est son seuil à peu près. Oui, exactement. Ça va être un bon test après. C'est ça. Fait que c'est quand même. Puis ça peut être un peu plus vite aussi. Puis ça peut être après ça peut être quand même des intervalles un peu plus courts, un peu plus rapides que ça aussi. Tu sais, c'est vraiment de jouer avec ça. Mais je pense que les 3 minutes, c'est vraiment des classiques. Puis après ça, on a parlé 40-20, 35-25, des intervalles courts, des séries peut-être de 10 ou maximum 12. Tu sais, de garder ça le fun aussi. Là, je pense que pas trop dur non plus. Là. Peut-être un débutant quand même jusqu'à 3 fois, 10 fois 40-20. Quand même. T'sais, avec des repos, ça fait quand même une séance qui peut durer comme 50 minutes au total. C'est quand même long. Oui, effectivement, ça s'accumule. Puis ça, je pense c'est un peu, ce que tu décris là, je pense que c'est un peu pas mal l'espèce de budget de temps que la plupart des gens vont dire que je peux courir 4 fois semaine, comment je fais ça? Je me donne. Puis un débutant qui va essayer de les faire amener à courir plus que 10 km avant leur 10 km aussi. Ouais. Fait que des fois, c'est comme leur objectif de faire un 10 km, puis là, la semaine. C'est comme 5 semaines avant, tu cours 14 kilos, puis c'est comme, OK, mais le but, c'était ça au début, mais finalement, il aime ça courir, puis c'est quand même cool d'en faire un peu plus. Là. Ouais, j'avoue. Parce que souvent, il y a des programmes qui sont disponibles.
tu cours ton premier demi-marathon au demi-marathon. Ouais. Mais demi-marathon, ça fait déjà plus de sens parce que c'est quand même plus long. Mais même là, je pense que j'ai déjà travaillé avec des débutants pour ça. Ça se peut qu'on ait mis un 22 kilos avant. Juste pour voir. Pour te montrer que tu es capable de jogger 22 kilos facilement. Là. Ouais. Fait que là, maintenant, tu fais le 21, mais plus vite. Puis, je pense mentalement, je pense que ça aide. Il y en a, on remarque qu'il y en a, j'ai tout le temps vu du monde, j'ai des amis là, qui ont que les autres disent ouais, je vais aller courir un marathon. Puis ils sont comme juste, je vais le faire. C'est quoi la plus grande course que tu as faite? 21. Ouais. Puis la journée du marathon, ils le font. T'sais. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'encore une fois, c'est un risque de blessure plus grand, mais tu sais, si le but c'est juste de le faire, tu vas le faire. Là, puis le marathon, c'est une autre histoire aussi, parce qu'après, il y a toujours les théories de dire si tu cours 2h30, plus que 2h30, ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue physiologique. Fait que il y a quand même cette mentalité-là qui peut faire quand même du sens aussi. Là. Puis quand tu n'as pas tant de temps, est-ce que j'adhère à ça? Pas nécessairement, mais quand tu n'as pas le temps de t'entraîner plus que ça, 2h30 comme longue sortie, c'est quand même pas super. C'est une bonne longue sortie. Là. Après ça, le marathon, ça va être, même si c'est 4 heures, c'est un peu plus dur. Oui, c'est ça. Puis dans les ultras, toi, tu fais plus des ultras, là, je pense. Puis tes longues sorties, ça ressemble à quoi quand tu fais de l'ultra? 50 kilos, peut-être, les plus longues. Ah ouais, hein? Mais ça, souvent, c'est quand tu as vraiment une sortie le fun à faire, comme mettons à Orford, la traversée du parc. Okay. Double traversée du parc, c'est comme 50 kilos. Okay. Un petit détour, des fois, pour faire une montée de plus, c'est peut-être 52. Mais tu sais, c'est quand même. Puis c'est plus parce que en soi, ça devient un trip d'aller faire ça. Je comprends. Puis moi, j'aime ça me rendre en vélo en plus la veille, puis revenir le lendemain en vélo. Fait que je campe là-bas. Puis tu sais, c'est comme. Ça devient comme un week-end le fun. Puis ça devient plus, genre, je fais ça, puis vu que je fais ça, je veux faire des courses longues parce que. Ce que j'aime faire à l'entraînement, finalement, me fait en sorte que je suis en shape pour faire des courses longues. Plus que l'inverse, de dire je fais ça pour la course. Parce que je pense que. Là, je suis pas d'accord avec de dire que 2h30, ce serait assez préparer une course de 8 heures. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'à un moment donné, de dire que tu n'as pas nécessairement besoin de faire des volumes qui sont si grands que ça. Là. Je pense que si tu as fait mettons que tu fais un 80 km, tu as fait 40 kg dans une sortie d'entraînement, c'est sûrement plus qu'assez. Puis ça dépend aussi tout le temps. Tu veux pas non plus commencer à mettre un chiffre dans la tête du monde. Ah, si j'ai pas couru 35 kg en moins 80, je serais pas capable. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas non plus qu'ils se blessent. Puis c'est ça un peu, je pense, le danger des fois, les fameux week-end shocks, là, de dire je vais faire 2 longues sorties back-à-back, puis tout, puis c'est comme un essentiel. Mais si tu cours pas 100 kg par semaine tout le temps, aller faire un 30 kg le samedi, puis un 25 le dimanche, peut-être le risque que tu as là-dessus. Après ça, c'est sûr que si tu fais pas beaucoup de volume, le risque de te blesser le jour de la course est là aussi. T'sais. Ouais. Fait que c'est toujours un peu touché, je pense, avec les ultras. Il y a quand même une bonne mode, je pense. Là. Au Québec, en tout cas, là, c'est assez... c'est vraiment, là, je pense que ça prend vraiment énormément de popularité. Là, tout le monde va essayer de faire un ultra, des choses comme ça. Mais fait que toi, tu verrais plus comme le volume global dans la semaine est meilleur prédictif de comment tu vas... ouais, mais je pense qu'il y a une étude quand même là-dessus, puis c'est quand même le volume de la longue sortie, je pense que c'était le meilleur prédictif. Ouais, je pense que oui. Ah ouais? Mais c'est une étude sur le Western State, fait que je sais pas à quel point... mais eux, je pense qu'ils avaient trouvé que c'est vraiment la longue sortie qui était le meilleur prédicteur. Mais en même temps, je me dis, pour être capable de faire une longue sortie vraiment longue, tu fais sûrement aussi beaucoup de volume, fait qu'au final... Les deux doivent être quand même assez proches. J'imagine qu'ils sont corrélés. Là, tu peux pas Puis il y a quand même des exceptions aussi. Là, je pense qu'il y a des athlètes comme Camille Héron là, qui fait pratiquement pas de très très longues sorties, qui fait son volume toujours en double, je pense, toujours découpé, puis qui est une des meilleures au monde sur 24 heures, 48 heures, tout ça. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi, je pense que l'ultra, c'est quand même ça devient tellement long que c'est beaucoup de marche, c'est beaucoup, tu sais. Fait qu'à quel point, en fait, ton volume de course à pied, c'est peut-être le piège aussi de ne pas assez marcher en entraînement. Ouais. C'est pour marcher beaucoup en course, il faudrait aussi que tu marches un peu plus en training. T'sais. Fait qu'il y a quand même cet aspect-là, à un moment donné, qui rentre en jeu aussi, de dire que c'est du temps sur les jambes, fait que d'aller faire de la grosse rando plutôt que d'aller faire juste de la course tout le temps. Puis je pense qu'il y a quand même cet aspect-là qui devient important aussi. Là. Mais encore une fois, c'est toujours basé sur les contraintes de la personne, puis c'est quoi le temps disponible. Puis des fois, c'est ça un peu le piège, là, c'est qu'ils ont le temps le week-end, mais ils n'ont pas le temps la semaine. Puis là, ça fait des... oui, des fois, le week-end shock, c'est la meilleure solution pareil. Là. Ou des fois, c'est aussi de dire, on fait des intervalles le samedi en montagne, puis une longue le dimanche. Fait que c'est comme un week-end shock aussi. Mais tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est encore plus du cas par cas. Je pense que la planif marathon, c'est plus facile de dire, voici un plan pour un marathon. Gros volume, moyen volume, petit volume. Puis that's it, ton seuil, c'est ça tes paces. Mais en trail, ça dépend tellement plus de c'est quoi la côte la plus proche de chez vous que tu peux faire des up and down. Exact. C'est un autre game là, courir dans un terrain super accidenté avec des up and down. Tu peux pas courir sur du plat tout le temps et dire je vais aller faire de la trail, c'est un autre. Mais c'est là que tu peux quand même polariser en fait le terrain et puis dire si la semaine tu cours de temps sur le plat, la fin de semaine tu vas chercher du gros dénivelé qui est encore plus raide que ta course. Puis au final ça se balance un peu, c'est comme de dire je cours plus vite et plus lentement, fait que je suis bon au milieu. Je cours à plat, je marche en montée, après ça je suis pas super entre les deux. T'sais. Ah ouais. Des fois t'as pas le choix, tu sais, c'est moi ce que je trouve moi je vais faire des trail runs juste pour le fun, je trouve que ça change
change un peu le terrain, là, que sur la rive sud, là, que c'est des plaines et des prairies. Mais je trouve ça vraiment tough, en fait. Je trouve que c'est des bons trainings, mais c'est surtout courir en descendant, je trouve, la plus grosse affaire que de dire, ouais, ça, faudrait que je me pratique. Je voudrais faire du trail running, là, l'espèce de load musculaire que ça donne, ça défait les quads, là, complètement. Mais c'est là que l'entraînement aussi, je pense que des fois, au lieu de faire vraiment des longues sorties, des fois, je faisais aussi plus des gros intervalles de descente, là, tu sais. Ouais, hein? D'aller faire des 3 fois Orford, ou tu sais, les grosses montagnes du Québec, là, mettons Orford, Mont-Saint-Anne, ou peut-être Mont-Tremblant. 3 descentes, pas nécessairement en bloc, là, la première, tu sais, progressivement, puis la dernière, tu te pousses un peu plus. Ouais. Puis en faisant ça, des fois, aux 2 ou 3 semaines, là, ça prend quand même du temps à récupérer. Tu sais, juste les 2 jours après, des fois, t'es plus cassé qu'après un ultra. Là. Ouais. Mais c'est là que tu sais que c'est quand même le bon stress parce que tu vas chercher un stress qui est proche de ce que tu as en race. Puis je pense quand même que c'est peut-être moins risqué en termes de blessures, même blessures, on va dire traumatiques. Là. Quand tu descends vraiment vite, tu es concentré, tu tombes moins souvent. En tout cas, selon moi, tu tombes moins souvent quand tu descends vraiment vite puis il y a une intention d'aller vite versus tu glogues pendant 50 kilos, tu n'es pas attentif, tu t'accroches sur une racine puis tu tombes. Tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quand même cet aspect-là aussi. Puis en termes musculairement, on sait qu'un 1200 mètres de dénivelé négatif, vraiment vite, c'est plus stressant qu'un ultra. Là. Fait que si tu fais ça en training, au plus proche 3 semaines avant la race, théoriquement, t'es bon. Mais c'est juste qu'il faut progresser vers ça. Tu peux pas dire, je fais un ultra 3 semaines avant, je descends en Harford 2 fois à bloc. Ça se peut que tu aies mal pendant plus que 2 jours puis que tu sois blessé. Fait qu'il faut vraiment progresser vers ça, mais ça devient vraiment un aspect qui est assez important aussi. Puis c'est là que le renforcement musculaire puis tout ça devient important. Là. Parce qu'au final, c'est ça, les ultras, même un ultra de 5 à 8 heures, t'es quand même beaucoup en zone 3 aussi. Puis c'est là que la résistance à la fatigue devient hyper importante. Puis ça, on le voit de plus en plus. Là, la science s'intéresse de plus en plus à ça, de dire, je pense qu'il y a même maintenant le 4e élément là, du modèle de base là, qui disait que c'est le VO2 max, l'endurance, puis c'est quoi le 3e élément de ça, là, mais bref, il y a maintenant aussi le physiologic resilience, qui est vraiment ta résistance à la fatigue, puis de dire à quel point, en fait, tu es capable de maintenir ton VO2 max, puis tes seuils dans le temps, tu sais. Puis c'est là que des choses comme la musculation, même si des fois, on dit que c'est l'économie de course, oui, c'est l'économie de course, mais il y a des études qui montrent que l'économie de course peut ne pas être améliorée avec un programme de muscu, mais que des fois, ça améliore ta capacité à fournir un effort avec la fatigue, tu sais. Fait que c'est là que tu es vraiment dans comment réduire ta dérive en zone 3 ou ta perte d'efficacité en zone 3. Puis c'est là qu'en ultra, ça devient hyper important. C'est pas à quel point tu es capable de monter la première côte vite, mais à quel point tu es capable de monter la dernière presque aussi vite que la première. T'sais. Fait que c'est là que l'entraînement en descente, la muscu, puis la nutrition aussi pendant la course. Hein. Oui, clairement. Un des aspects, je pense que tout le monde... tu sais, si tu regardes en général, surtout je pense les gens débutants, c'est d'abord les électrolytes pour eux qui est important, puis après les glucides, alors que c'est complètement l'inverse. Les électrolytes, il n'y a rien qui prouve que ça sert vraiment à quelque chose d'en prendre. T'sais. Non. Alors qu'on a plein, tout le monde, c'est ça leur première crainte. Hey, j'ai manqué d'électrolytes, j'ai manqué d'eau. C'est juste l'eau aussi. Là, si t'as pas très très soif, ça devrait pas trop te ralentir. Alors que les glucides, c'est vraiment le nerf de la guerre sur maintenir une intensité qui est le plus élevée possible. Là. Surtout si tu te promènes vraiment en zone 3, mais tu sais, les gens qui vont... souvent, on va dire hey, 90 grammes de carbs à l'heure, là, à peu près le glucide à l'heure, là, ça devrait être un peu ton target, mais c'est vrai pour tout le monde, ça? Ben moi, je pense que oui. Je pense que même, tu sais, de plus en plus, puis ça fait quand même longtemps que ce 90 grammes-là, tu sais, je pense qu'en 2005, Glucon publiait ça, il disait ça prend au moins 90 grammes à l'heure. Ben, pas au moins, mais je pense que c'était 90 grammes à l'heure pour 2h30 et plus d'efforts. Puis là, depuis, assez rapidement, là, moi, j'ai commencé à faire des courses d'ultra, je pense, en 2013. Puis j'avais mon petit livre de nutrition sportive, puis ça me disait là-dedans 90 et plus. Et plus, ouais. Puis là, t'es comme, si je suis capable d'en prendre 100, 120. Puis moi, sans avoir étudié en kin, c'était mon réflexe initialement, c'était comme, si je suis capable de prendre un gel de plus, je prends un gel de plus, tu sais. Mes premières courses, ça avait bien été aussi parce que j'avais cette mentalité-là d'aller chercher du 100, 120, des fois même pas compter, peut-être plus que ça. Puis je sais que ça prend une capacité de le digérer, il faut s'entraîner pour ça. Mais au final, de plus en plus, on se rend compte que, je pense que 90 grammes, c'était basé sur un ratio glucose-fructose de 2 pour 1, donc tu avais 60 grammes de glucose, 30 de fructose. Puis c'est vrai qu'un humain qui n'est pas entraîné pour digérer du sucre, c'est à peu près ça sa limite. Mais dans le fond, quelqu'un qui ne s'entraîne pas du tout, tu lui donnes 80 grammes à l'heure, par expérience, ça marche. Là. Ça marche. Il n'y a pas personne qui a de la misère avec ça. Puis souvent, l'erreur qu'ils font, c'est que... Puis là, je ne suis pas nutritionniste, fait que je suis peut-être pas la même personne de parler de ça, mais en même temps, j'ai commencé un doctorat en hydratation, fait que j'ai quand même lu beaucoup là-dessus. Là, puis j'ai beaucoup d'expérience avec... Je ne vais jamais faire des conseils à un athlète pour sa nutrition au quotidien. Mais tout ce qui est pendant un effort, ça, je suis quand même les bonnes bases. Puis au final, j'ai jamais personne que j'ai dit prends 80 grammes à l'heure puis que ça passait pas. Souvent, le classique, c'est mais je prends juste un gel à l'heure puis c'est dur. Comment je vais en prendre 3?
Mais la réalité, c'est que 3, c'est pas plus dur que 1. Non, c'est que si t'en prends pas assez, t'as pas de flux sanguin vers le système digestif. Ton système digestif, il arrête, t'as des nausées. Fait que t'as l'impression que j'ai des nausées, je peux plus manger. Mais c'est l'inverse, c'est que ton système digestif est complètement arrêté. Alors que si tu prends, on va dire, minimum 60 grammes à l'heure, quand ça va pas bien, tu files pas bien, t'as la misère à manger, tu peux diminuer un peu, mais jamais, à mon avis, en bas de 60, juste pour garder la fréquence puis garder le système digestif actif. Puis après ça, 90, 120. Puis on le voit aussi, là, les gars, mettons, comme Zach Miller, qui est bon sur la scène internationale depuis au moins 10 ans. Mais lui, en 2010, il ne posait pas de questions, puis il en prenait là, 120 grammes à l'heure, 140. Là, ouais. Puis là, maintenant, on se rend compte, les études montrent que c'est possible, finalement, 120, 140. Puis les Norvégiens en triathlon qui sont à 150 et plus autres, maintenant. Ils en prennent, ça n'a aucun puis sens. c'est vraiment de s'entraîner à faire ça. Puis tu sais à quel point un athlète débutant a besoin d'aller à 150, ça c'est clair que non. Mais la quantité d'énergie qu'on brûle à des intensités qui sont même au deuxième seuil, c'est quand même énorme. C'est ça. Est-ce qu'en entraînement aussi, tu vas prendre des aussi des grosses quantités de glucides quand tu fais des entraînements qui sont au-dessus de 2 heures, 2 heures et demie? Dès 2 heures, j'essaie quand même de prendre la dose comme la race. Souvent des aliments peut-être un peu plus... moins de gel puis de produits plus de compétition. Des fois, je prends plus des produits naturels. Ouais. Ça coûte cher aussi, gel, c'est niaiseux. Ouais. Là, mais c'est pour ça qu'en vélo, moi, j'aime bien... je mets du sucre dans mon bidon avec un peu d'électrolyte. Avec la nutrition, ils font des bonnes capsules d'électrolyte. Je mets ça dedans, comme ça goûte super bon. Puis, ou même, en fait, sucre avec un peu de jus de citron puis de l'eau. C'est quand même pas pire. Là. Ouais, ça fait le job. Ça fait la job, puis ça coûte pas cher. Ouais, puis, parce que les petits gels, les petites poudres, des affaires, tu te dis, ouais, tu sais, ça revient cher. Là. Je suis quelqu'un qui est budget conscious, là. Tu te dis, my God, tu sais, parce qu'effectivement, du sucre, on en a toutes, là. Puis après, il y a moyen de cuisiner aussi des trucs avec de l'avoine, puis tu sais, des affaires super bonnes, un peu de beurre de pinot là-dedans, puis c'est pas le meilleur. En fait, c'est pas très bon, là, des acides gras à chaîne longue pour la performance, mais un petit peu pour le goût. Ouais, ça aide. Ouais, beurre d'arachide, là, c'est quand même. Ouais, faut que tu prennes de quoi quand même que t'aimes manger, là, tu sais, surtout quand tu es en train de faire un training, là, ça peut te tomber sur le cœur là, assez rapidement. Puis, y a-tu des. Puis, c'est à partir de quand? Ben, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Mettons dans une perspective, pas nécessairement de performance, mais juste de santé, là. Y a-tu des longueurs de training où tu t'alimentes zéro? Ben, tu sais, souvent en bas d'une heure et demie, c'est pas sûr que je prends rien. Prends rien, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je pense que c'est important, tu sais, parce que. Il y en a qui disent, mais tu sais, les gels, c'est bon pour la performance. Puis là, tu sais, ils vont faire une sortie de 45 minutes, ils s'enfilent 3 gels, ils vont, tu sais. Mais tu sais, je pense pas non plus que ce soit mauvais, parce que dans une optique, si tu t'entraînes souvent, comme 2 fois par jour, c'est quand même dur à un moment donné d'avoir toutes les calories que tu as besoin. Fait que d'en prendre dans l'entraînement, même si l'entraînement, tu n'en as pas besoin pour que l'entraînement soit bon. Pour le prochain, là, mais ça peut t'aider pour le prochain, ça peut t'aider pour récupérer. Fait que je pense qu'il faut pas non plus aller dire, ça sert à rien, ça sert à rien pour ta séance. Mais dans l'optique où tu t'entraînes beaucoup, il faut que tu manges 4000, 5000 calories par jour. Faut pas non plus avoir le discours de dire que ça sert à rien de manger, parce que c'est quand même, je pense, il y a un beaucoup plus gros problème de gens qui mangent pas assez, 100%. que ce soit pendant les trainings ou en dehors des trainings, que l'inverse. Ouais, moi, je te parle plus de la personne là, qui a son 4 heures par semaine là, pour son premier 10 km. Pas nécessaire. Souvent, qui mettent ça en plus d'une optique de je me remets en forme, je vais perdre un petit peu de poids, améliorer ma composition corporelle. Peut-être pas nécessaire, mais quelqu'un qui vise la performance, qui s'entraîne souvent 2 fois par jour, de fueler ta séance, c'est souvent pour la prochaine. Quand c'est des petites séances, là, c'est important. Là, parce que... Mais après, même la personne, c'est une question pour une nutritionniste, mais est-ce que la personne qui doit perdre du poids, le fait de manger un peu pendant sa séance, il donne moins faim immédiatement après, puis qu'il récompense moins? Fait qu'il y a quand même aussi cet aspect-là, je pense qu'il faut garder en tête. Là. Je pense que ça dépend, puis ça, c'est hyper individualisé, même affaire, quand tu parles de time restricted eating, ou ce que le monde va appeler jeûne intermittent. Il y en a chez qui ça marche, ça réduit leurs calories par jour. Il y en a chez qui ça marche pas pantoute, parce que quand ils arrivent à leur fenêtre, ils mangent comme 12. Fait que ça dépend pour chaque personne, là, je pense. Mais dans le sport, est-ce que ça a sa place, ce genre de justement jeûne intermittent quand tu fais de la pratique sportive, c'est pas la meilleure des solutions. Il y en a qui ton domaine que le mien. Il y en a qui s'en tirent pour pour différents sports, mais moi, ce que j'ai plus tendance à dire, c'est qu'à un moment donné, un athlète qui s'entraîne beaucoup, là, qui fait assez de volume, il pourrait faire du jeûne intermittent, là, du time restricted eating, avoir une fenêtre qui a du bon sens, mais à un moment donné, c'est difficile de manger assez de protéines dans tes 2 repas après. Puis à un moment donné, le problème, c'est que tu vas pas avoir assez de calories là, à un moment donné. Là, puis ça devient comme vraiment difficile de tout fitter ça. Et pour la performance, je vois pas c'est drôle, le prochain podcast, je fais avec Alex, on parle de jeûne intermittent justement. Puis tu sais, moi, je vois pas le bénéfice au jeûne intermittent en tant que tel. Là, je te dirais pour monsieur, madame, tout le monde, à moins que quelqu'un, c'est une stratégie qui est utile pour réduire le nombre de calories dans une journée.
Mais tu sais, avant, on pensait que ça avait des bénéfices vraiment importants sur la résistance à l'insuline, sur la sensibilité à l'insuline principalement, puis que ça réduisait ta quantité d'insuline, si tu veux, que tu sécrètes en une journée, que ça améliorait certaines choses. Il y a une étude qui est sortie récemment qui disait que quand tu faisais l'air sous la courbe, là, ta sécrétion d'insuline, c'était pas mal la même chose. Quand tu contrôlais pour les calories, il n'y avait pas de bénéfice. Puis les gens souvent ont tendance à manger moins de protéines. Chez les gens qui vont être super actifs ou optimiser l'hypertrophie, des choses comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Moi, je suis pas un fan. J'ai déjà pratiqué pas mal le jeûne intermittent dans un contexte où avant, j'étais quand même pas mal overweight, je perds du poids. Ça a super bien fonctionné, mais à partir du moment où je peux aller dans les sports d'endurance, ça a pris le bord. Trop faim, mangeais pas assez, blessure. Il y a des concepts là, justement d'énergie disponible. Qu'il faut quand même, quand tu t'entraînes fort, il faut que tu en manges la calorie. Puis ça, c'est une autre affaire. Un point que tu as apporté. Il y a plein de gens là, qui ils stagnent dans leur performance. Puis là, ils disent en vélo, c'est des watts par kilo. Si je suis pas à 10 livres, je vais m'améliorer. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben ça, je pense que récemment, ils ont publié là-dessus justement que le meilleur prédicteur de performance en vélo, c'est plus les watts par kilo. Ils prenaient ce qu'ils appellent le compound score. Fait que c'est tes watts par kilo. Dans le fond, ton meilleur 5 minutes en watts par kilo, multiplié par ton 5 minutes, mais pas par kilo. Là. OK. Fait que ton meilleur, ton max power 5 minutes, absolu. Là. Fois ton meilleur 5 minutes en watts par kilo. Fait que, dans le fond, tu scales un peu. Dans le fond, c'est comme de dire... je comprends, ouais. Ça tient compte du poids, mais beaucoup moins que quand tu prends... Parce qu'à un moment donné, il faisait aussi des espèces d'échelles... comment ils appellent ça? C'est-tu allostérique ou allométrique? Là? Je suis pas trop sûr du terme exact, là, mais c'est de dire c'est des watts par kilo exposant 0.67. Okay. Il scalait un peu le kilogramme, mais c'est un peu compliqué à conceptualiser. Là, c'est vraiment... Tu prends ton 5 minutes power... absolu, fois ton 5 minutes power relatif. Puis ce score-là, qui donne un gros chiffre, ben éventuellement, si on a assez de données, on peut comparer à d'autres, là, mais c'est quand même ça qui est le meilleur prédicteur de performance. Puis je pense que c'était chez des athlètes U23 en cyclisme européen. Là. Fait qu'il y a des côtes là-bas. Là, des côtes, exact. C'est ça. Mais je sais que j'avais entendu justement Olav Alexander Boe, le dos des Norvégiens, puis il disait que lui, ce qu'il voyait justement en triathlon, j'imagine qu'il fait peut-être référence à la chose, mais pas spécifiquement triathlon, que il aimait bien mieux un athlète qui avait juste comme plus de watts à son seuil, là, ou qui était capable d'en faire plus que quelqu'un qui avait plus de watts kilos. Il aimait mieux les plus grosses watts absolues. C'était juste, pour lui, c'était un meilleur marqueur de performance. Là, je pense à la mentalité, souvent le monde dit oui, mais là, en course à pied, il faut que tu sois léger. Mais la réalité, c'est que les gens trop légers se blessent tout le temps, puis ceux qui sont un peu plus lourds, ben, ils se blessent pas. Puis on a de plus en plus d'exemples, en fait, pour nous montrer que l'athlète, des fois, il n'a pas l'air d'un coureur, mais c'est le meilleur au monde. De plus en plus, je pense, des coureurs et des coureuses qui ont des shapes un peu plus, on va dire, qui ont un peu plus de masse grasse, plus de masse musculaire, etc. Puis qui performent très bien aussi. Là. Fait que je pense que l'espèce de profil type de coureur ultra maigre, ben, on le voit un peu moins. Puis je pense que c'est une bonne chose aussi. Oui, 100%, parce que la ligne est mince à un moment donné là, entre la performance, la santé, puis là, tu peux tomber dans des troubles plus alimentaires, puis là, c'est plus la santé. On perd l'objectif. Là. Puis même sans s'en rendre compte, je pense qu'il y a l'aspect, troubles alimentaires, puis tout, mais il y a aussi l'aspect de genre, je mange à ma faim, je suis correct. Mais si tu fais les calculs, tu te rends compte, ben, tu manques pas assez non plus. Là. À un moment donné, puis si tu stagnes dans ta performance, tu as de la misère à faire plus que X volume par semaine, peut-être que la solution, c'est de manger un peu plus que ta faim. Ce qui n'est pas nécessairement évident à comprendre puis à mettre en place. Là. Puis des fois, tu vas dire, ben, si je fais ça, je vais prendre du poids. Ben, tu vas te rendre compte des fois que non. Tu manges plus qu'avant, tu as juste plus d'énergie, tu dépenses plus d'énergie au repos, à l'exercice, tu vas plus vite, puis au final, ben, ça revient au même. Oui, exactement. Puis tu es juste plus robuste là, au final. Parce que c'est ça, tu sais, comme les syndromes, justement, là, quand tu manges un peu moins, là, ça avait été utilisé plus chez les femmes athlètes, là, qui ils perdaient, il n'y avait plus de menstruation, ils commençaient à avoir des fractures de stress, etc. Mais le concept s'élargit vraiment un peu à tout le monde. Puis au niveau physiologique, si tu n'as pas assez de calories par rapport à ta charge d'entraînement, puis un calcul là, que tu peux faire pour voir... Là, je pense que c'est 45 calories par kilo de poids corporel qui est comme l'optimal au-dessus de ça. Puis en bas de 30, c'est un problème. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont entre les deux aussi. Beaucoup. Tu sais, qui sont pas en bas de 30, fait qu'une fille va encore avoir ses cycles, tout ça. Un gars va encore avoir une libido normale, va encore avoir la testostérone normale, puis tout, mais qui sont pas optimales pour s'adapter. C'est beaucoup, là, 45 kilocalories par kilogramme de masse maigre, je pense. C'était... Moi, je pense que j'avais déjà calculé pour moi. Puis, tu sais, des fois, tu te rends compte le soir, il faut que je mange un repas de plus. C'est vraiment facile à revendre en dessous. C'est ça qui est impressionnant. Puis moi aussi, j'avais écrit justement un petit article là-dessus, puis je m'étais calculé, puis j'étais comme, wow, tu sais...
des fois, je suis vraiment deux, là, tu sais. Fait que dans des... Mais tu sais, encore une fois, là, on parle de performance athlétique, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'encore une fois, quelqu'un qui s'entraîne 3-4 heures semaine pour la remise en forme, des choses comme ça, c'est autre chose. Tu sais, souvent, on souhaite avoir un petit déficit calorique, mais sécuritaire, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, reprendre une composition qui a de l'allure. Mais quelqu'un qui a plus l'optique de performance, qui fait du volume, s'il ne mange pas assez, c'est une recette pour être malade, blessé, déprimé, pas filé, puis tout s'ensuit là, après. Là. Oui, puis on demande aussi un athlète qui débute dans le sport, si on n'est pas mieux que seulement de maintenir un équilibre énergétique au début pour le faire débuter le sport. Puis après ça, de dire, une fois que tu as pris l'habitude de faire du sport, là, tu peux peut-être, comme tu as dit, un déficit de moins de 300 calories par jour, j'imagine. Là, à peu près 300, je pense que c'est un bon. C'est pas mon domaine. 300, c'est bon. 300, même, c'est bon, là. Parce que c'est de le maintenir. Souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, je comprends pas. Pourtant, j'ai coupé à peu près 300 calories, approximatif. Mais quand tu regardes la moyenne ou tu regardes la variabilité à partir de quand ils s'entraînent ou pas, il y a des gros chiffres. Exemple, quand ils s'entraînent, ils vont avoir une dépense estimée, là, je sais pas moi, de 3700, 3800 calories. Là, pour des gens, c'est comme beaucoup. Là. Mais quand ils sont sédentaires, là, leur dépense énergétique est quasiment... C'est là que je pense que c'est bon de s'entraîner presque tous les jours. T'sais. Exact. Pour pas qu'il y ait trop de différence entre tes journées d'entraînement et tes journées de repos. Moi, c'est quelque chose que je dis, c'est quasiment non négociable. Quand quelqu'un me voit, je dis, l'exercice physique, ça a tellement de bienfaits que c'est comme non négociable de faire quelque chose dans ta journée. Puis tu dis, mais des fois, j'ai pas 1 heure à mettre, c'est pas grave. Prends 10 minutes dans ta journée. Tout le monde a 10 minutes dans sa journée. Puis va faire un petit quelque chose, un petit jogging ou va faire un petit circuit dans un gym ou bodyweight. Peu importe, fais juste bouger à tous les jours. Puis tu n'as jamais le droit de manquer 2 jours de suite. C'est con, là, mais c'est comme on dirait, tu manques une journée. Ben là, tu vas t'en reprendre la journée après. Si tu manques 2, on dirait qu'après ça, t'es comme, c'est plus dur de prendre le beat. Puis c'est juste de s'entraîner à s'entraîner. Puis après ça, ça fait partie de ta routine. Puis c'est naturel. Tu te poses pas la question. Mais la plupart des gens, on a vraiment des vies sédentaires. Là. Toute la journée, on testait un bureau là, devant un ordi. Là. Fait que si tu bouges pas un peu à tous les jours, c'est une recette pour pas être en forme. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis pour avoir des problèmes de santé à long terme assez graves. Oui, clairement. Ouais. Y avait-tu... écoute, on a fait tout un sujet, tout un tour, là. On n'est pas pire. T'avais-tu, avant qu'on se laisse aller vaquer à nos occupations, des mythes à Boston? Je pense qu'on en a un peu parlé. On a parlé pas mal, je pense. J'avais des idées en tête, là, puis je pense qu'on a quand même fait le tour. On a parlé de nutrition, on a parlé de distribution de volume d'entraînement, on a parlé de plein d'affaires. J'avais-tu des questions, moi, avant de finir? Je pense pas. Écoute, au pire, si j'en ai... Je t'enverrai un message, on fera une deuxième épisode, mais ça a été vraiment, vraiment le fun. On a parlé de bien des affaires. C'est un épisode que je vais aller revisiter moi-même pour revoir tous ces concepts-là parce qu'il y en a pas mal, mais je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps. Très apprécié. Ça fait plaisir. All right. Ciao. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens en fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section « Devenir membre » où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.